et grosses tentacules. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Larrey, à savoir Brandt, et qui est l'une des têtes pensantes de Lapin Marteau. Et puis voilà, donc je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le bain avec bonjour Jérôme. Salut. Et puis la question traditionnelle, tu es créateur puis éditeur de jeux de rôle, mais avant ça, t'as été un petit enfant qui est tombé dedans. Donc ouais, tes gros souvenirs de rencontres du jeu de rôle, les trucs qui te remontent à la mémoire, voilà, nous sommes toutes oui. D'accord, c'est vaste. Alors moi, clairement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tu disais. J'ai dû commencer, je sais pas, j'avais une dizaine d'années, un peu moins, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait un peu de livres dont vous êtes le héros. J'ai fait très vite du Advanced HeroQuest, enfin une version que je sais plus, c'était le cousin, je crois, d'un pote avait ramené d'Angleterre. Euh, c'était euh, C'était un jeu très intéressant. On a joué de plein de façons différentes, mais sans doute jamais celle qui était écrite dans le bouquin parce qu'on comprenait pas bien, hein. Mais pour ceux qui se souviennent de cette boîte, il y avait plein de Skaven, donc Domora en figurine dedans, donc ça nous a suffi pour jouer pendant très longtemps. Et après, ça a été tout ce qui est monter des clubs au collège, des choses comme ça, jouer entre midi et deux. Euh, C'était une époque assez particulière, puisque c'est les dernières années avant, on va dire, tout ce qui est Mireille Dumas et tout ça, puis traverser tout ça. Ensuite, donc ouais, en termes de jeux, ça va être donc beaucoup de jeux médiévaux, on va dire japonisants, de Bushido pour pas le nommer. Beaucoup de jeux Oriflamme, des Stormbringer, Elric, tout ça, qui chez nous remplaçaient un peu Donjons et Dragons, quoi, hein. La plupart des gens qui me parlent des expériences qui sont, enfin des gens de cette époque, hein, parce que ça a pas mal changé, qui me parlent de leur expérience sur Donjons et Dragons, moi j'ai l'impression d'avoir vécu un peu les mêmes, mais enfin en gros à Stormbringer ou à Elric. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme jeu auquel on jouait beaucoup? Ouais, après, ça va dépendre. Il y a eu du Vampire, il y a eu des jeux comme ça, il y a eu du Rêve de Dragon, mais c'était des parties très particulières. Et j'ai beaucoup, beaucoup joué en club, en fait. Avec, à une époque où on organisait nos clubs de JDR un peu comme on organise des clubs de sport aujourd'hui, en fait, ou à l'époque, parce qu'on n'avait pas trop d'autres références autour et qu'on faisait ce qu'on connaissait, quoi. Voilà. Je suis déjà parti dans plein de directions et je sais même plus si j'ai répondu à ta question ou pas. Ah, mais si, c'est bien. En plus, tu m'as tendu deux perches là où je voulais aller. Donc, hop, tu as cité Bushido, puis tu as cité les clubs. Donc, hop, en fait, on va s'emparer du club parce qu'effectivement, j'ai presque travaillé. Je suis allé bien lire ta fiche du grog. Et dedans, tu mentionnes quand même un grand amour pour ton club d'origine où tu t'es fait des tas de copains. Après, t'expliques Ouais. que tu as bougé grâce à la fac, mais que rien ne valait ton club d'origine et ta bande de potes. Donc, ouais, enfin, ces souvenirs en club, ça ressemblait à quoi? Alors, sur le Rien Valais, j'ai juste une réserve parce qu'effectivement, c'est plein de souvenirs. C'est les potes que je me suis fait ado. Donc, forcément, ça marque. Mais ça commence à dater maintenant. Certains, on s'est perdu de vue, d'autres, on a continué à se croiser. Et puis j'ai eu l'occasion de me faire pas mal de potes dans d'autres clubs, finalement. Et même en dehors des clubs, hein. Je crois bien, je connais même des gens qui sont parolistes. Il faut que je cherche qui, mais je suis persuadé que j'en connais. Pour à quoi ça ressemblait? Ben, en fait, de façon très concrète, c'était quelque chose moi qui m'intéressait beaucoup, ces histoires de jeux de rôle. J'en parlais à mes parents et puis ils ont fini par chercher. Alors désolé, hein, ça va faire dinosaure, mais par chercher dans l'annuaire, sur les revues locales aussi qu'il y avait une association dans la ville où j'ai grandi qui s'appelle Tarbes. Et on a trouvé donc un club qui était dans une vieille école. Et j'y allais au départ les samedis après-midi, puis de fil en aiguille, tous les gens en fait qui ont gravité autour de ce club-là, on a commencé à. Alors, avec l'âge venant, à être autorisé à y aller le samedi soir, et surtout, pardon, c'est là où je voulais en venir, à commencer à se voir autour, des fois à passer des vacances ensemble.
à passer un temps improbable. Pardon, je me rends compte à quel point ça fait vieux con, mais à se faire des soirées avec des VHS qu'on avait enregistrés sur Canal+. Alors pas pour ce à quoi vous pensez, mais pour parce que ça restait une façon dans une petite ville, hein, puisque Tarbes c'est pas une très très grande ville, d'avoir des films qu'on pouvait pas trop avoir autrement en fait, hein, des films un peu bizarres qu'on pouvait se regarder. Tout à l'heure je parlais des jeux asiatiques. Je pense que j'ai vu 10 milliards de fois Histoire de fantômes chinois à l'époque, par exemple, des choses comme ça. Polyépolomie. Pardon. Voilà, exactement. Le Polyépolomie, enfin, souvent, on appelait le film comme ça, hein. Je pense qu'il y a quelques films qu'on voyait en boucle. Les Histoires de fantômes chinois, Evil Dead 3, L'Armée des Ténèbres, et des films de Hong Kong, en fait, qu'on commençait à voir par ce biais-là, surtout John Woo. Après, je confonds peut-être les années, hein, parce que ça a duré. On a beaucoup traîné sur les canapés les uns des autres pendant longtemps, quoi. Alors Mais du coup, absolument voilà. imprévu, mais avant qu'on s'éloigne du sujet, en parlant de film hongkongais, Old Boy, tu l'as vu? Alors, non, j'ai pas vu All Boy, j'ai vu pas mal d'extraits, si je me trompe pas, de films, notamment de la scène dans le couloir. C'est bien celui-là, hein, je me trompe pas. Ouais, ouais. Mais je l'ai pas vu. Je- J'ai vu assez peu. Alors, je crois que c'est un film coréen. J'ai vu assez peu de films coréens. Je m'en suis pour les films hongkongais. À une époque, je voyais un peu tout ce qui sortait, enfin tout ce qui était disponible. J'allais dire pour moi, hein, parce que c'est encore une fois, on n'avait pas forcément de cinéma qui passait ça ou de choses comme ça, hein. Mais euh, ouais, je regardais beaucoup ce qui sortait, et puis à un moment, en fait, on a eu accès à tellement de choses que j'ai un peu lâché l'affaire. Ok. Et dans toute cette période, vous avez eu votre dose manga ou pas? Alors, oui, mais c'était un peu compliqué pour moi parce que justement, comme je m'intéressais à... Alors, le manga, quand c'est arrivé, c'était... Alors, on doit être à peu près de la même génération. Je sais pas si tu te souviens des cassettes manga vidéo, je crois que ça s'appelait, Ouais. avec le Sepultura en générique au début. Enfin, donc, on regardait un peu tout ce qui traînait, et moi, je devais déjà être snob, en fait. Je voulais pas tout regarder sous prétexte que c'était manga ou de l'animé. Je voulais regarder des trucs qui me paraissaient bien de toute façon, en fait, quel que soit le support. Euh, j'en ai vu certains qu'on regardait, je veux dire tous à cette époque-là. Enfin, je sais pas, je pense aux Chroniques de Lodos, par exemple, où je pense que tous les releases de cette époque ont dû le regarder, quoi. Mm. Et je t'avoue, C'est enfin, c'est celui-là que j'avais en tête, hein. C'est vraiment, c'est la référence, ouais. enfin, ça m'a pas mal poursuivi. Par exemple, donc, ma femme est japonaise, je vais plus ou moins régulièrement au Japon, enfin plus ou moins régulièrement. Avec la pandémie, ça m'a calmé, hein, mais euh, et effectivement, c'est rare que je revienne sans matos lié à l'Odos, en fait. Pas forcément des goodies, mais des vieux jeux de rôle, alors qui sont dans une langue que je ne comprends pas, hein, soyons très clairs, mais que je mais que j'achète compulsivement pour les mettre sur l'étagère, quoi. OK. Oui, effectivement. Sinon, hop, l'autre perche qu'on avait laissée, c'était, tes jeux de jeunesse. Donc tu nous as parlé de Vamp, Bushido, j'ai déjà zappé, qu'est-ce que tu as évoqué d'autre? Ton amour pour Storm, Elric et puis je présume Hawkmoon dans la foulée? Alors, ouais, on y a un peu moins joué, mais Hawkmoon, moi, c'est un des premiers jeux qui m'a trituré, on va dire, la fibre création de jeu. En fait, parce qu'on avait deux jeux, donc Stormbringer et Hawkmoon à l'époque, qui étaient d'un point de vue mécanique à peu près exactement la même chose, et qui avaient des différences. Alors, dans un cas, des règles d'invocation de démons, et dans l'autre, des règles de création de machines et d'inventions futuristes pétées, il faut bien le dire. Enfin, les machines, les règles, je me souviens plus assez bien. Et en fait, ça avait été très inspirant. Enfin, moi, je me souviens avoir fait
À l'époque, j'étais persuadé que je créais plein de jeux différents. En fait, je créais des fiches de perso pour le système basique avec des listes de compétences différentes et une ou deux pages. Enfin, j'ai retrouvé il y a quelque temps ces vieilleries dans le grenier chez ma mère. Enfin, je me souviens de trucs, mais complètement nuls avec euh, quelque chose qui pourrait ressembler un peu à Terra Prima dans l'idée. Donc, en gros, euh, la Terre, mais à la place d'avoir des humains, on a des singes. Et je me souviens que j'avais fait un truc un peu comme ça. Alors, je connaissais pas Terra Primate à l'époque, avec des chevaux. Je sais même pas comment j'ai pu avoir cette idée à l'époque, hein. Ah ouais, je sais pas, cours de grec, tu t'es mangé les centaures. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, les chevaux. On y Alors, pense pas j'avais souvent. des trucs sur la mythologie aussi, enfin, grecque, parce que c'était un truc que j'aimais beaucoup. En fait, quand j'étais gamin, mon père, il me racontait pas, les histoires qu'il me racontait pour m'endormir, c'était des histoires de mythologie, en fait. Parce qu'il connaissait à peu près rien d'autre, que ça lui faisait chier d'apprendre. Et donc, il me racontait ces histoires-là, et moi, ça me passionnait. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Et justement, quand je me souviens des premiers jeux, enfin, avant même de connaître le basique, c'était des mélanges de films de pirates, en fait, de vieux films, genre des années 50 ou 60, que j'avais vu à la télé des dimanches après-midi où on s'emmerde et enfin, il y avait pas Internet, quoi, hein. Mm. Mélangé avec les histoires que me racontait mon père et d'autres trucs. Enfin, ça faisait absolument n'importe quoi. Mais voilà, j'étais tout petit et ça me faisait kiffer, quoi. Ouais, enfin, du coup, le basique, moi, je suis tout prêt à t'entendre dessus parce qu'effectivement, alors, on va resituer pour ceux qui sont pas au courant, hein, c'était un petit supplément Casus en système générique. Et puis, il avait l'avantage pour lui d'être tout con parce que c'était en gros les règles de l'appel de Cthulhu version super simplifiée et tout il en pourcentage et c'était pas compliqué. C'est un bon C'est c'est- résumé? c'est ça, et, pour le coup, c'était une époque, c'était avant même que le supplément Cthulhu, enfin le supplément Cassius, pardon, sorte, enfin le hors-série Cassius sorte. Et donc, en gros, on avait plus ou moins, enfin, dans les jeux auxquels j'avais accès à l'époque, hein, trois jeux qui fonctionnaient pareil, on va dire, qui étaient donc Cthulhu, on va dire Cthulhu Stormbringer, parce que même Hawkmoon, c'est venu un peu plus tard pour moi. Il y avait, enfin, il y a plein d'autres jeux hein, qui fonctionnent avec ça. Je pense à l'époque, je pense à Pendragon, des trucs comme ça, mais c'est pareil, moi, j'y avais pas accès en fait. Euh, c'était enfin, comment dire. Aujourd'hui, c'est vraiment bizarre, mais c'était une époque où on se disait, voilà, je veux jouer un jeu dans l'espace. Qu'est-ce que j'ai à disposition? Et nous, on a joué à Alien, à Predator, à Albator et tout ça avec les règles de Star Wars D6 parce qu'on n'avait pas d'autres jeux en fait qui fassent des trucs dans l'espace, quoi. Et on n'était pas du tout. Alors il y avait les premiers suppléments GURPS, mais c'est pareil, les suppléments en anglais, les choses comme ça, il fallait y avoir accès en fait. C'est vraiment dans une enfin petite ville, c'est une ville moyenne on va dire, mais nous on avait la chance encore d'avoir un relais des cartes à l'époque, mais on n'avait pas facilement accès à tous ces jeux-là, en fait. Et souvent, les jeux qu'on voyait dans les revues qui, elles, sortaient dans le commerce, type Casus Belli, enfin, et quasiment, il n'y avait que ça, d'ailleurs, pour nous. Par exemple, toutes les revues, genre Chroniques d'Outre-Monde, les machins, tout ça, nous, on les avait pas, en fait. Tous les trois quarts des trucs qui sortaient dans le Casus Belli, ben, on savait que ça existait. On pouvait éventuellement demander au type du relais des cartes, bah, c'était un pote, d'essayer de trouver un moyen de nous les commander. Mais globalement, on avait ce qu'on pouvait, quoi. Enfin, du coup, tu parles à un pur villageois, hein. Nous, on était trop petits pour avoir un club et c'était vraiment notre chance, c'était d'avoir le Cassius à la maison de la presse. Et il y a des trucs comme Basique, enfin, on en a plein de souvenirs parce que enfin, déjà, on ne pouvait pas avoir plein de jeux. Donc, tu t'épluchais les colonnes des nouveautés. Du coup, tu avais une idée d'univers et puis tu repassais tout à la moulinette en système maison. Puis on a joué à plein de trucs, mais en se basant sur une colonnade de Cassius, quoi. Bah, c'est exactement ça. Alors, pour le coup, j'arrête pas de me plaindre de la disponibilité dans le à Tarbes, mais je pense qu'effectivement, c'était plus facile que, enfin, que là où tu es. Mais
Oui, le fait de dire: «OK, il y a telle critique, ça me parle, donc je vais essayer de faire enfin, je vais essayer de faire un truc comme ça parce que ça a l'air super cool de jouer dans ce type d'univers». C'est un truc qui nous arrivait, assez régulièrement, ouais. C'était, enfin, pas comparé à aujourd'hui où tu t'intéresses à un sujet, c'est difficile de trouver, heu, de pas trouver au moins un jeu sur le sujet, quel que soit le thème, en fait. Et souvent bien plus si tu prends la peine de chercher sur, on va dire, tout ce qui est production, indépendante ou amateur, enfin peu importe comment on l'appelle, des jeux qui sont pas disponibles en boutique, dans des grands formats et cetera. Si tu ouvert à ce genre de jeu, enfin, il y a vraiment très, très peu de sujets où tu vas pas trouver quelque chose. Et effectivement, à l'époque, bah, tout ça, c'était inversé, quoi. C'était inversé, on n'avait pas internet, le moyen de sociabilisation, c'était, bah, l'école et le club. Enfin, l'école au sens large, hein, lycée, tout ça, machin. Et tout ce qui relevait, on va dire, d'une autre, ouais, d'un déplacement géographique, enfin de discuter avec des gens qui étaient pas dans la même ville que toi, ou c'était compliqué, quoi. Oui, C'était on pouvait pas compliqué. échanger grâce aux réseaux sociaux. Enfin, on était dans un entre-soi obligatoire géographique, quoi. Ouais, très très clairement, c'était, alors, moi, ce que j'ai trouvé passionnant en me déplaçant après, pas mal, c'est que du coup, il y avait une diversité de pratiques qui était, assez importante, mais qui était importante parce que tout le monde faisait ses expériences. Et on pouvait, moi, par exemple, donc j'ai grandi à Tarbes, mais une partie de ma famille est originaire de Bayonne. Donc ça fait, à l'époque, il fallait, 2 heures de route, enfin, ça fait 150 bornes. Et rien que ça suffisait pour avoir des pratiques qui étaient, très différentes, en fait. Et de se dire: «OK, bah, ce truc-là, c'est cool», ou enfin, en vrai, à l'époque, moi, j'avais plutôt tendance à me dire: «Oh, la façon dont ils jouent, c'est pas la même que la mienne, c'est pas cool». Mais il y avait quelques trucs que je piquais quand même. Et c'était, ouais, ouais, c'est clairement, difficile à imaginer aujourd'hui, mais c'était un peu la façon dont on pratiquait. Je me souviens, par exemple, à l'arrivée de Magic, où on n'arrêtait pas de trafiquer parce que justement on était sur des gens, bah, qui avions pas le permis majoritairement, des choses comme ça. Rien que tu allais dans la ville étudiante d'à côté, bah, les cotes étaient pas les mêmes, donc tu pouvais, te débrouiller en fait à te faire l'argent. Moi, quand j'étais ado, je me faisais une grosse partie de l'argent, que j'avais dispo comme ça, c'est-à-dire en vendant des cartes Magic et des trucs, hem, Un vrai trafiquant de cartes Magic, quoi. ouais, cartes Magic, et puis, je dirais, puis d'autres trucs, rien d'inavouable, hein, mais des choses liées au jeu, oui, oui, c'était, enfin, clairement, moi, c'était comme ça que je m'achetais mes jeux, quoi, hein. Alors pendant qu'on est aux petites anecdotes inavouables, moi je faisais les copies de français et de philo de mes petits camarades, moyennement finance. C'était mal aussi. Bah, après, voilà, on fait un peu ce qu'on peut, quoi, hein. Ah bah oui, oui, puis enfin, ouais, c'est je pense qu'on se rend pas compte aujourd'hui, à part si on a été un vieux de notre époque, à quel point on galérait pour choper le moindre jeu. Voilà, quoi, Bah, c'était, c'était ouais, c'était des choses très différentes. C'était, il y avait un rapport, ouais, géographique, pas alors, dans l'histoire du jeu de rôle en France, tout s'est pas fait à Paris, loin de là. Par contre, moi, effectivement, quand j'étais ado, j'avais l'impression que si tu étais pas à Paris, tu pouvais pas, écrire, tu pouvais pas, faire quoi que ce soit, en fait. Il y avait, tout à l'heure, j'évoquais le fait de pas forcément avoir accès au jeu, mais par exemple, oui, j'avais l'impression qu'en gros, si tu pas des cartes ou si tu pas à Casus Belli, enfin que tu pas vraiment dans la proximité immédiate, bah, ça servait à rien d'imaginer faire quelque chose un jour dans le jeu de rôle, en fait. mmh. Aujourd'hui, c'est plus du tout enfin, c'est plus du tout un critère. Forcément, les gens se regroupent par affinité, et quand ils jouent ensemble, c'est plus facile, quand on est à côté, hein, malgré le développement du jeu en ligne. Mais on n'est plus du tout dans cette configuration-là, et il y a plein de choses qui sont très difficiles à imaginer, pour les gens qui découvrent le jeu de rôle, on va dire, j'ai presque envie de dire ce millénaire-ci.
Mais tant mieux, et c'est vraiment chouette que, même si on fait nos anciens combattants et nos vieux cons depuis tout à l'heure, c'est super chouette que, déjà qu'il y ait toujours des gens, c'est super chouette qu'ils peuvent se passer de ces trucs qui ont été galères pour nous, c'est super chouette qu'ils aient accès à des moyens d'échanger, qu'il y ait beaucoup plus je veux dire, d'ébullition, mais d'émulation en fait entre les uns et les autres. Euh, Par exemple, le genre d'interview qu'on fait là maintenant, alors outre les raisons techniques évidentes, mais on n'aurait jamais pu échanger comme ça des anecdotes. On n'aurait jamais pu faire ça à part se retrouver sur, je sais pas, genre un ou En deux en convention. vacances à l'endroit où se trouve l'autre ou un truc du style, quoi. Mais à part ça, c'est improbable. Et après, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à tout ça, alors, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'histoire du jeu de rôle et l'évolution des pratiques, et notamment sur le fait de dire, il y a, comment dire, quand on a commencé à voir comment ça se passait le jeu de rôle, à y réfléchir, à essayer d'avoir même les aspects théorie aussi, euh, il y a même 20 ans, on revenait très peu au texte des jeux, parce qu'ils n'étaient pas forcément tous dispo, etc. Enfin, c'était compliqué. Euh, Si on veut regarder les premières versions de Donjons et Dragons, par exemple, on n'allait pas le trouver à la bibliothèque du coin, universitaire ou pas, c'était pas possible. Et le PDF n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était même pas la peine d'espérer trouver une version, je sais pas, même pirate ou n'importe quoi. Enfin, c'était juste pas disponible si t'avais pas un pote qui l'avait ou que tu connaissais pas quelqu'un qui l'avait, quoi. Donc, en gros, si tu t'y étais pas mis récemment, quoi. Si tu t'y étais mis récemment, c'était juste pas possible. Mais par contre, il y a eu vraiment un moment où c'était intéressant de revenir aux sources, de plus répéter les trucs qu'on avait entendus quasiment des légendes urbaines. Je vais prendre un exemple très, très concret. On entend beaucoup que Donjons et Dragons, c'est un truc qui te pousse à tuer les monstres et chacun récupère l'XP et on a intérêt à se tirer dans les pattes, c'est chacun pour soi, etc. Dans certaines des premières versions. Je crois que c'est le cas dans la boîte rouge, mais je peux me tromper. Donc une des versions les plus connues parmi les anciennes, on va dire, et qui est à l'origine de beaucoup de rôlistes en France, quoi. Enfin, beaucoup ont débuté par ça. Donc, sous réserve que si c'est pas là, c'est celle d'avant, si c'est pas celle-là. On partageait le trésor automatiquement, en fait. On partageait l'expérience qui était gagnée. La règle, c'était que c'était divisé équitablement entre tout le monde. Et les monstres, on gagnait pas l'XP qu'en les tuant, mais on gagnait des XP en. Je sais plus quel était le terme, mais en gros, en, en surpassant, entre guillemets, la menace, quoi. C'est-à-dire que si jamais on filait 3 biscuits pour chat et que le monstre, il allait les bouffer et qu'il nous foutait la paix, ben on gagnait les XP quand même, quoi. Et pour tout ça, le fait de revenir au texte, ça a été un, comment dire, un vrai apport qui était très intéressant. Et aujourd'hui, il y a un autre domaine, moi, que je trouve très intéressant, c'est de s'intéresser aux pratiques, c'est-à-dire de donner la parole aux joueurs, et puis de voir comment est-ce que jouer au JDR à une époque, c'est pas la même chose que jouer au JDR à une autre époque. Alors là, avec Falkenstein, on est confronté en plein, mais typiquement, ben, on joue pas, comment dire, si on va sur l'OSR, par exemple, même dans le cas où on a exactement les mêmes règles, on n'y joue pas comme à l'époque. Ne serait-ce que parce que, déjà parce qu'on joue pas à 14 autour d'une table aujourd'hui. Oui. Enfin, c'est tout con, hein, mais ça fait une énorme différence. Euh, alors, j'ai pas vu encore l'interview que tu as faite de Pierre Rosenthal, mais par exemple, je me souviens avoir discuté avec lui et il parlait du fait que à leur table, à une époque, il y avait qu'une personne qui avait des dés, en fait. Et que c'était pas, je sais pas, c'était pas possible ou pas dans les mœurs que tout le monde en ait. Donc c'était tout le temps, je crois que c'était tout le temps le meneur, mais je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Qui jetait les dés. Et pareil, aujourd'hui, bah, ça nous paraîtrait juste pas possible, en fait.
On a, allez, on va dire presque tous des, des brouettes, des armoires à dés, enfin je sais pas, beaucoup trop de dés qu'on devrait, enfin qui nous est nécessaire. Et ne serait-ce que d'imaginer cette petite différence, bah, ça change totalement la façon dont on joue autour de la table en fait. Mais ne serait-ce qu'au niveau des dés, enfin, c'est vraiment, enfin, ça c'est quasiment devenu une des symboliques de enfin, de notre pratique. Quand tu vois des t-shirts qui sont à illustrer le jeu de rôle par un objet, tu vois pas un livre, tu vois un dé 20. Clairement. C'est vraiment. C'est vraiment. Oui, il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Et on voit, enfin, on voit vraiment ces différences en fait de pratique, mais on parlait. Enfin, il y a quelques années, on a traduit un jeu qui s'appelle Ryutama, pour avoir pas mal échangé avec son auteur. Les pratiques, par exemple, au Japon et en France, sont souvent très différentes dans le rapport au lieu, dans le fait que chez nous, on va. Alors, ça dépend des gens, hein, vraiment, ça change ces choses-là, mais euh, on a quand même beaucoup tendance à penser en campagne, et là-bas, tout se fait quasiment en one shot, en fait. Ok. Notamment parce que pour des raisons culturelles, t'invites pas les gens chez toi. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui jouent soit dans des espèces de conventions, enfin, je sais pas comment dire, ouais, entre des conventions, des petits salons qui se font. Alors j'avais entendu parler d'un truc qui se faisait tous les mois, mais moi j'ai pas pu essayer ce truc-là, donc je sais pas comment c'est. Mais par contre, l'autre exemple qui est souvent donné, c'est de louer comment ça s'appelle? Des salles en fait de karaoké, des salles privatives, où tu es isolé en fait du reste du monde, tu payes à l'heure. Donc clairement, la personne qui commence à te raconter sa vie, au lieu de dire ce que fait son perso, bah, tu tendance, enfin, tout le monde paye pour qu'elle fasse ça, quoi. Donc ça apporte une relation peut-être différente à ce genre de choses. Et ça amène des différences de game design assez marquées, notamment sur le fait qu'on pense en one shot, sur le fait nous, on va se poser des questions sur les probas qui sont différentes parce que on imagine qu'on va faire 50 parties, même si c'est souvent pas le cas aujourd'hui. Mais quand tu dois faire qu'une partie, le fait que ta proba elle soit pas super efficace, on s'en branle en fait. Oui, Quand l'important c'est que le système tourne vite et qu'il ne bouffe voilà, pas une demi-heure pour un jet de dés. Ouais. voilà, que tu saches quoi faire et que ça t'aide à faire des scènes cool en fait. Et on a voilà, on a à la fois des différences qui sont liées aux pratiques, on a des différences qui sont liées au système de production, c'est-à-dire que par exemple, on va trouver beaucoup de livres qui sont des formats poche, mais c'est plus petit encore que des formats poche et des formats manga. Mais c'est plus petit que ce qu'on a chez nous. Il faudrait que j'aille dans une autre pièce pour les chercher, mais en gros, on va avoir des livres qui coûtent rien, en noir et blanc, dans une qualité pas forcément géniale. Moi, sincèrement, je ne sais pas même comment on peut lire une fiche de perso à ce format-là. Enfin, c'est tout petit. Mais c'est super pratique pour les transports en commun, c'est super pratique pour plein d'autres choses. Et c'est aussi fait par des sociétés qui souvent sont adossées à des groupes, comment dire, des groupes de médias, de jeux vidéo, de presse, etc. On n'est Du pas genre du du tout. Shonen Jump et tout ça, quoi. Alors, je sais pas si c'est le cas pour Shonen Jump, mais on va avoir ouais, souvent d'autres types d'éditions. Et bah, c'est pareil, ça a des impacts sur la façon dont on produit les jeux, ça a des impacts sur la façon dont on joue. Ouais, tout ce truc-là, bah, ont tendance à me passionner. C'est pour ça que ça fait 75 minutes que je réponds à ta question de 2 mots de tout à l'heure, je suis désolé. Non, non, mais moi ça me va. Hein, non, je suis content. C'est la marque de fabrique des interviews ici. J'aime bien quand justement les gens partent en live et puis ils viennent sur les sujets qui les intéressent. Enfin, toi, j'aurais jamais pensé à te demander comment ça formalise des jeux de rôle différents, le fait qu'on n'aille pas jouer à la maison quand on est au Japon. Ça, voilà. Mais Donc c'est non, c'est c'est cool.
C'est des choses Ah, qu'on va retrouver même chez nous, en fait, hein. Par exemple, on a beaucoup plus depuis, alors je sais pas depuis quand en fait, mais dans les discussions autour de jeux de rôle sur les réseaux sociaux, sur les forums et tout ça, on voit depuis, euh, ouais, je dirais depuis peut-être 20 ans, euh, un format qui passe en gros, des étudiants qui jouent le week-end ou toute la nuit, en gros, à un format plus adapté à des gens qui ont des boulots, des responsabilités familiales, où on va se retrouver un soir pour jouer éventuellement en semaine, pour pas trop bouffer sur la vie de famille, et où il faut s'arrêter avant le dernier métro. Et on s'arrête à minuit, demain je bosse, quoi. ouais, voilà, exactement. Et du coup, alors aussi parce qu'il y a des questions générationnelles, parce qu'il y a une génération creuse et tout ça en France, mais euh, ces questions-là, en fait, veut dire qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup plus des jeux plus courts, plus faciles à prendre en main. Euh, on parlait de l'OSR tout à l'heure. Il y a certains cas, enfin, il y a des contre-exemples, hein, bien sûr, mais c'est tellement foisonnant qu'il y en a forcément. Mais on va pas mettre en avant le fait qu'un monde soit ultra détaillé, comme ça pouvait être le cas, je sais pas, dans les années 80, par exemple. Enfin, et encore aujourd'hui, ça dépend vraiment des jeux qu'on choisit pour illustrer ça. Mais dans Mais les années 80, c'était littéralement une des forces de la pub, quoi. ouais, et puis je parlais de GURPS tout à l'heure. GURPS, c'est un jeu enfin, c'est un jeu dont on parle encore aujourd'hui grâce à ces suppléments qui sont justement faits comme ça, quoi. Et, euh, et ces jeux, enfin, ces univers, on va dire, encyclopédiques, avaient un attrait. Et avaient l'attrait aussi que tu en avais pour ton argent, entre guillemets. Et aujourd'hui, on va plutôt valoriser, donc je pense à l'OSR, mais c'est vraiment pas le seul endroit, hein, des jeux qui sont faciles à prendre en main et qui vont pas te prendre de temps. Et la priorité est pas du tout la même. Et tout ça, ça se répond. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, hein, bien sûr, mais c'est pas nécessaire d'aller au Japon pour voir ces différences-là, en fait. Juste, effectivement, l'exotisme du Japon, le fait que certains trucs soient vraiment très, très, très différents permet de l'illustrer davantage, mais on voit ces évolutions poindre, on voit des évolutions aussi. Quand on regarde les vieux fanzines, alors moi j'ai une tendresse pour en gros les fanzines des années 70, qui sont un bordel total, mais qui montrent aussi énormément qui pratiquait le jeu de rôle à l'époque. Qui montrent, comme on l'évoquait tout à l'heure, alors je pense notamment à un fanzine qui s'appelle À l'arôme et excursion, le fanzine de l'Eagle, donc, qui est sans doute le premier périodique sur le jeu de rôle avec, on va dire, ceux de TSR, enfin, The Strategic Review de TSR. Et dans ces fanzines-là, tu vois des gens qui expliquent comment ils parlent entre eux. Alors, c'était très particulier parce que c'était en gros des fanzines qui étaient faits à partir de plein de petites contributions. Et les gens se répondaient d'une contribution à l'autre, d'un numéro à l'autre. Et des fois, sur X numéros, s'ils n'étaient pas d'accord, quoi. Donc, il y avait un côté à la fois un peu forum et fanzine. Enfin, c'est un format. C'est le terme anglo-saxon, c'est APA. Alors, je crois que c'est associative presse et je ne sais plus ce qu'est le A, le dernier A. Mais il y avait énormément de créations, il y avait énormément de bordel, il y avait des choses qui sont inimaginables aujourd'hui. Euh, je me souviens par exemple enfin, ce qui m'avait marqué, c'est le fait d'avoir des gens qui disent je joue en gros, dans la génération, dans le Wisconsin, enfin là où il y avait TSR et tout ça, et d'autres qui disent bah moi je joue à New York et on joue pas du tout de la même façon. Bon, dans les faits, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient, et c'est vrai que pour moi, le Wisconsin, New York, c'était à peu près au même endroit, ce qui est pas vrai, hein, il y a une grosse différence, quoi. Et d'autres qui disaient ah mais nous à Londres on joue pas du tout comme ça. Et t'as une réponse quoi? On est élu à Londres, mais c'est trop bien. Et tous ces trucs-là, c'était super cool. Et puis à côté, je me souviens par exemple de règles. Un des trucs, moi, qui m'avait frappé, c'était quelqu'un qui écrivait des règles pour savoir si les persos féminins tombaient enceintes ou pas.
Et c'était... alors, outre l'aspect représentation, inclusivité, tout ça, qui pouvaient vraiment pas être lus avec la même grille à l'époque, ce qui me paraissait hallucinant, c'est que c'était écrit en fait par un adolescent qui n'avait aucune idée de ce qu'était un cycle menstruel, qui sont vraiment des connaissances de biologie qu'on apprend aujourd'hui au collège, quoi, hein. Et, euh, et en fait, c'était évident en lisant le truc que le gamin n'avait aucune idée de comment ça marchait, quoi. Et je trouve ça intéressant à la fois pour remettre dans le contexte de cette Amérique des années 70, assez conservatrice d'un côté, et, euh, et à la fois pour se dire, ben ouais, on avait des gens qui écrivaient sur tout et n'importe quoi, il y avait des trucs géniaux qui en sortaient, il y avait des trucs moins géniaux, mais ça fait partie enfin, dès que ça bouillonne, ça arrive, quoi, c'est normal. Ouais, ça représente bien l'époque, d'accord. Et du coup, enfin, moi, je t'avoue, c'est un truc, c'est à peine si on avait un Cassius, alors accéder à des fanzines, on savait même pas que ça existait. Alors, moi, j'ai Mais accès sur, maintenant, mais j'y avais pas accès à l'époque, hein. oui, c'est maintenant, c'était rétro, c'était recherche archéoludique. Voilà. Oui, voilà. Alors, j'essayais de pas t'interrompre, du coup, c'est parti dans tous les sens aussi dans ma tête. Rapport à tout à l'heure, le fait que le D20 soit plus un symbole que le livre, est-ce que c'est du genre oulala à cause du méchant Dédé, ou est-ce que c'est beaucoup plus profond sur le côté, ben, tu vois, quelque part, le jeu de rôle, c'est pas un bouquin, c'est notre partie autour de la table. Et qu'est-ce qui symbolise le mieux notre moment d'excitation autour de la table? Bah, c'est le moment où il y a lancé de dés. Euh, Ouais, c'est une lecture. Moi, sincèrement, je t'avoue, je me suis pas posé la question. Et quelque part, du moment que les gens jouent, je m'en fous un peu, en fait. On voit des jeux apparaître qui dépassent totalement la forme du livre. Je me demande si c'est pas le cas du jeu de nuit de Guillaume Janté, je crois que c'est Guillaume Janté, hein, Si, s'appelle, ouais. qui est paru Ouais. récemment, mais à une époque, je m'occupais d'un concours de création de jeux qui s'appelait le Game Chef. Et on avait déjà eu des jeux présentés à MP3, par exemple, de façon totalement vieux. Euh, c'était des choses qui existaient, mais même, encore une fois, en s'intéressant aux pratiques, bah, on a des jeux par forum qui existaient sans le livre. On a des. Euh, Moi, je me souviens avoir été très intrigué par une pratique, en fait, alors qui pas officiellement du jeu de rôle, hein, bien sûr, euh, de quelqu'un que j'avais rencontré, je crois que c'était aux Utopiales, et qui me parlait de une grosse convention sur Nantes, et qui me parlait de sa passion pour les poupées, en fait. C'était des poupées. Euh, je me souviens plus le terme technique, c'était défini avec le type d'articulation des poupées. Enfin, moi, c'est des trucs qui me dépassent dans le sens, j'y connais rien. Mais en fait, c'était des gens qui fabriquaient leurs poupées, les fabriquaient avec soin, et une fois que c'était fini, une fois qu'elles étaient peintes et tout ça, faisaient des histoires avec, y compris sur les forums, entre leurs diverses poupées. Et quand je dis poupée, c'est vraiment pas le truc, j'allais dire, enfin le truc qu'on achète à Jiffy ou au supermarché, hein. C'est des trucs, c'est une pratique, c'est des passionnés qui mettent aussi enfin énormément de temps, sans doute beaucoup d'argent, et sur certaines photos, vraiment, on se demande si c'est une poupée ou si c'est quelqu'un, quoi. C'est des trucs. Enfin, moi, je vois pas trop comment on peut pas être impressionné par le talent de ces gens-là. Mais il se trouve qu'ils ont aussi une pratique qui est très très proche du jeu de rôle et qui passe pas du tout par les livres, par exemple. Oui, au lieu de te faire une fiche de perso, puis imaginer ton personnage, tu le construis, tu le matérialises. Mais Voilà. après, il y a toujours cette histoire de on se fait une histoire ensemble. C'est ça. Moi, j'ai juste parlé avec quelqu'un qui le pratiquait et posé plein de questions, mais je l'ai pas fait moi. Donc, je peux pas te garantir que ça se passe comme ça, qu'il n'y ait pas de fiche de perso et tout ça. Mais de ce que je me souviens, tu as raison, ouais. Ok. Ah, mais je connaissais pas du tout ce pratique. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Moi, les trucs les plus expérimentaux que j'ai osé faire jeune, c'était le jeu de rôle épistolaire. Ouais. Et enfin, toi, c'est un truc enfin, qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Alors, même, je sais même pas si ça existe encore. Puis est-ce que ça, enfin,
Ouais, ça prendrait des formes de chat. Maintenant, quelque part, Alice in Missing, c'est une version moderne. C'est ça, mais tu as aussi des jeux épistolaires qui existent. Euh, je crois que dans une des vidéos que j'ai vues, tu parlais des Profondis, bon, qui Oui, commence à dater maintenant. Mais je me demande s'il n'y a pas un jeu qui s'appelle Quill. Je confonds peut-être, hein. Donc QUI2L, qui existe aussi. Et pour le coup, alors, je sais plus si ces personnes ont communiqué dessus ou pas, donc je vais pas dire qui, mais enfin, il y a des gens, des auteurs de jeux que je connais qui pratiquent en tout cas ce type de jeu. Euh, je connais pas les détails, donc je sais pas si c'était la volonté de faire une expérience une fois, mais je crois que ça a débouché sur un projet de jeu, mais vraiment, je veux pas dire de bêtises. Mais ce sont des choses qui arrivent, et il y a plein de tables où on communique par email aussi parfois. Et effectivement, ben, c'est pas très différent. Et alors, je vais faire vieux con nouveau, mais je me souviens de certaines parties, en fait, euh, je pense que c'était au lycée, où donc le club où j'allais à l'époque en ville était dans un autre coin de la ville, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes du même établissement, mais on était au moins deux. Et il nous arrivait de passer certaines récréations à faire du jeu de rôle, mais sans nos persos, sans le MJ et sans le reste du groupe, en fait. Et, euh, et je sais pas comment dire ça. On est pour certains articles, dès qu'on va commencer à essayer de faire des statistiques ou de la recherche ou des choses comme ça, on va être obligé de définir le jeu de rôle de façon plus ou moins précise et donc d'écarter plein de formes. Mais le fait que toutes ces formes-là existent, c'est juste génial en fait. C'est vraiment très bien. Et si ça peut nous aider à euh, faire évoluer la façon dont on pratique, alors pas évoluer dans le sens où dans un mieux, mais à titre personnel, à chaque table, à chacun, de se dire bah, j'irais bien piquer ça, tant mieux. Euh, Moi, je sais par exemple que le confinement, ça m'a. Alors, outre le jeu à distance, hein, comme un peu tout le monde, euh, ça m'a permis de passer beaucoup plus de temps à faire des aides de jeu. Ce qui est un peu paradoxal, mais. Et en fait, je retrouve ce plaisir-là, et c'est chouette. Et je suis content d'avoir plein de techniques à côté pour gagner du temps, pour passer moins de temps à la préparation, pour avoir paradoxalement la possibilité d'en passer beaucoup plus si une activité me fait kiffer, en fait. Euh, je... Alors, je sais pas quand tu vas publier la vidéo, mais si c'est après lundi prochain, par exemple, ben, lundi, j'ai une partie où j'ai prévu de mettre des espèces de boîtes, tu sais, casse-tête, et d'intégrer ces trucs-là à notre partie pour le faire un espèce de jeu dans le jeu, hein, tout con. boîte à la Hellraiser. Alors non, pas celle à la Hellraiser, parce que je manque un peu de pouvoir pour faire comme dans Hellraiser. Mais non, je pensais plus, tu sais, genre des boîtes magiques, en fait, des trucs, Ok. tu cherches à comment l'ouvrir, des choses comme ça, mais il y a plein, plein d'autres choses. Et le fait de se dire, bah, ok, comment est-ce que je pourrais jouer sur cette matérialité? Et Puisqu'avec le sinon, confinement, ouais, on l'a enlevé. pardon. Vas-y, vas-y. Je- Non, je voulais juste dire, ouais, j'avais prévu de la balancer dans la foulée. Moi, on va attendre lundi parce que sinon on va Non, non, spoiler non, tes mais joueurs. alors, pour le coup, fais comme tu veux, il n'y a juste aucun problème. Ok. Euh, et elles sont assez habituées à ce que je sors des conneries comme ça maintenant, donc c'est pas, je pense que ça les surprendra pas plus que ça. Mais d'autres choses aussi, se dire bah, comment est-ce qu'on peut aller choper des trucs par exemple, de fiction radiophonique. Alors, il y avait un jeu de rôle qui était très inspiré par ça. Je me demande si c'est pas Poupétire de. euh, je crois que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises, je confonds peut-être, euh, mais on peut, je sais pas, par exemple, là, en ce moment, c'est des histoires un peu compliquées avec des mondes parallèles, des choses comme ça. Donc, je fais enregistrer des trucs à certains de mes joueurs
pour pouvoir faire en sorte que certains passages, en gros des autres versions de leurs personnages, utilisent leur voix OK. sur certains trucs clés. Et en essayant de le «mixer» entre guillemets pour que les joueurs, en fait, ne comprennent pas forcément ce qui va se passer. En découpant des phrases, par exemple, dans une même discussion, des choses comme ça. C'est, absolument pas nécessaire. Vraiment, il y a aucun problème. Mais le fait de se dire: «OK, bah, puisque le confinement nous a fait jouer avec moins de corporalité, par exemple, enfin, moins de trucs tangibles, nous a fait plus jouer avec des outils, heu, numériques. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui existe ailleurs? Comment le récupérer?» Hem et c'est juste super agréable, hein. Je vais prendre un autre exemple et puis je vais respirer. Dans le, au début du confinement, on jouait heu, avec 2 copines un jeu cyberpunk. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu, un jeu cyberpunk et une des joueuses jouait en gros une cyborg, enfin, sans pinailler sur les termes, mais avait une grosse partie de son cerveau avait des implants de cybertechnologie et cetera et en fait, je suis allé chercher un logiciel qui servait à faire des espèces de fiction ce qu'on appelle des fictions interactives, donc des livres dont vous êtes le héros, en gros, sur internet. Parce que c'était très facile d'utilisation pour faire une espèce de BIOS, donc de système d'exploitation en mode texte comme dans les films sur le hacking des années 90 quoi. Où tu vois les gens taper sur le clavier et puis, il y a plein de trucs complètement cons qui se passent à l'écran pour elle puisse se connecter au cerveau de son personnage, en fait OK. et qu'elle puisse choisir des options, les enlever, découvrir que son personnage avait plus de capacités que ce qu'elle pensait et qu'elle pouvait les activer ou les désactiver par une simple commande, en fait. Qu'elle pouvait s'apercevoir qu'elle avait des connaissances qu'elle avait pas, qu'elle puisse avoir plein d'infos qui sont cachées dans les textes idiots que personne ne lit, en fait, avec, le copyright et des choses comme ça. Bah, le copyright l'a renseigné sur qui était le méchant parce qu'il y avait 3 labos possibles et ben, en regardant, il y en avait un, il y avait le nom du labo, par exemple. Des choses comme ça et ça, c'est en allant s'inspirer, bah, d'un peu tout ce qui existe. Ça a l'air très compliqué dit comme ça, et puis sans doute que je l'explique mal aussi, mais en fait, c'est quelque chose qui s'est fait, je sais pas, ça m'a pris, une soirée de boulot à peu près et c'était quelque chose, bah, qu'elles avaient pas joué, moi que j'avais pas joué non plus et la partie, on s'en souvient. Et puis, Et bah, je du coup, peux moi, respirer. pardon, ouais, bah, du coup, je vais te laisser le temps de respirer. Parce que de ce que j'essaye de retenir et de comprendre, c'est qu'effectivement, quand on a l'opportunité d'aller ouh là là, mon chien se meurt. Respire louloute. Tu le ciel a besoin, calme. Donc ouais, il y a moyen d'aller chercher des aides de jeu pour, des expériences, qui soient en partie, qui vont dans tous les sens, enfin, on allait aller choper dans les techniques littéraires et ça, je trouve dans le jeu de rôle, on le fait depuis longtemps. S'inspirer des techniques de ciné, enfin hop, un flash forward, mais tout autant aller, bidouiller avec le numérique, tout comme, enfin on peut le faire, par le dessin si on est doué en dessin. Mmh. Le côté lettre de jeu est en fait, le truc que tu amènes, le petit plus que tu vas emmener en animation dans ta partie. Parce que, ouais, moi, c'est des choses, par exemple, voilà, la raison pour laquelle je parlais de tout ça, c'est des trucs sur lesquels, aujourd'hui, je passe volontairement du temps Mmh. et parce qu'il y a eu des moments où c'était une contrainte forte et que je pouvais pas, pour continuer à jouer, c'était critique pour moi de pas passer de temps en préparation et aujourd'hui, heu, bah, en fait, je vois qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, ce travail de préparation, et surtout la promesse derrière de faire des choses que j'ai pas déjà jouées et bah, en fait, c'est un moment privilégié, en soi, en fait et c'est en soi une expérience qui fait que, OK, puisqu'aujourd'hui je sais comment être moins emmerdé par des trucs qui étaient des contraintes,
ben, je peux choisir sur quoi je passe mon temps. Je suis pas obligé de tout réduire. Je suis pas obligé de. Je peux choisir ma pratique, en fait. Je peux décider de ce que je fais. Mais c'est la même chose sur, je sais pas, sur le rapport aux règles, par exemple. Euh, on entend beaucoup dire, on entend beaucoup vanter la simplicité des jeux. Et on va pas se mentir, vu certains trucs, certaines horreurs qu'on peut retrouver dans nos bibliothèques, c'est quand même plutôt positif qu'on ait accès à des jeux simples. C'est critique sur toutes les questions de, comment dire, de préparation, sur toutes les questions d'accessibilité. Et en gros, tout ce qui fait que bah, moins on met de contraintes aux gens qui veulent essayer le jeu de rôle, a priori mieux c'est. Par contre, il y a plein d'éléments pour lesquels on a des règles ou des choses comme ça, qui sont là aussi pour qu'on ait plus plaisir à jouer. Euh, alors, je vais prendre une règle que tout le monde connaît, la santé mentale dans Cthulhu, euh, qui pour moi pose quelques problèmes, mais euh, si j'essaie de me souvenir quand cette règle est arrivée, pour mon groupe de joueurs, hein, je ne sais pas pour tout le monde, bah, elle a permis qu'on s'intéresse à tout l'aspect folie, etc. Qu'avant, rien ne nous empêchait de dire dans une partie de Donjons et Dragons, pouf, t'es fou. Ou pouf, enfin, c'est vraiment une façon super naze de jouer, hein, si tu dis à quelqu'un pouf, t'es fou. Mais que ça s'appelle, rien ne nous empêchait de traiter cet aspect-là, de l'évoquer en jeu. Mais on ne le faisait pas. Et le fait d'avoir des règles type santé mentale dans Cthulhu, bah, nous permettait de les aborder, nous permettait de jouer à autre chose et nous offrait un cadre pour que ce soit plus intéressant que la simple discussion entre nous. Euh, le boulot des règles de jeu de rôle, c'est aussi de nous permettre d'avoir des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à un moment, on avait des règles compliquées pour tout, avec des sous-systèmes différents pour tout, et c'était pas forcément très intéressant. Mais aujourd'hui, on peut beaucoup plus le décider. Et moi, des fois, j'entends parler de jeux simples comme si c'était la panacée. Et c'est un peu bizarre de voir des gens qui ont, je veux dire, euh, qui ont fait une thèse en maths, t'expliquer que ce jeu est génial parce qu'il est simple, en fait. Et, c'est vrai que, enfin, la simplicité, c'est un truc positif. Par contre, euh, on peut essayer de doser pour chercher plutôt ce qu'on appelle l'élégance, c'est-à-dire le rapport entre la complexité et la richesse. Et de se dire, bah, enfin, entre la simplicité et la richesse plutôt. Et de se dire, bah, ok, je choisis selon les gens avec qui je joue, selon ce que j'ai envie. Si j'ai envie d'un truc simple mais qui m'apporte plein de choses, enfin, si je préfère privilégier un truc simple, si je préfère privilégier un truc complexe, comme la discussion qu'on avait sur l'univers tout à l'heure, c'est un peu la même chose donc sur le système, sur tous les aspects du jeu. Exactement comme on peut choisir un film parce que ce soir on est fatigué et que ce sera pas le grand film du siècle, mais on a envie de se coller devant la télé ou devant Netflix et qu'on sait bien que ce qu'on va regarder c'est un peu pourri, mais Mais c'est pas qu'on a grave. envie de notre nanar de Ouais. série B. Ouais, ou ce soir c'est juste ce qui nous va. Et tout ça c'est entendable, mais le truc c'est qu'aujourd'hui on peut choisir. Et pour moi c'est super important, alors dans tous les aspects du jeu, de garder ce choix en fait. Voilà. Et par rapport enfin, à comment tu t'abordais les règles, j'avais l'impression qu'on tombait sur ce faux problème de linguisme. C'est vrai, quand on parle de règles, on a une notion plutôt de limitation du pouvoir d'action. J'ai toujours plus, puis en plus, je passe mon temps à dire: «Ouais, j'aime bien les règles simples». Mais enfin, des jeux avec des règles très simples peuvent être des faux jeux, enfin des jeux de mauvaise idée d'initiation, parce que le MJ peut être un peu largué et que les règles, enfin, toi, je préférerais quasiment utiliser le mot cadre, non pas pour cadre de campagne, mais ouais, le cadre de règles, parce que bah, c'est ce sur quoi aussi tu peux t'appuyer. Enfin voilà. Mais cette distinction, elle existe à plein de niveaux. Alors, je vais pas aller chercher des théoriciens où en plus il y a pas mal de chances que je me mélange dans les trucs. Euh, mais prenons l'exemple simple du foot en fait. Mm.
Dans le foot, tu as des règles qui te disent, je sais pas, ce qui est hors-jeu ou ce qui l'est pas. Ce qui est quand c'est que tu sors le carton rouge ou quand c'est que tu sors le carton jaune ou voire quand c'est que tu laisses jouer. Ça, c'est des règles qui vont gérer la façon dont se passe le match, entre guillemets. Mais tu as aussi plein de règles qui sont indispensables pour créer les bases du jeu, pour créer effectivement le cadre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on définit qu'on joue sur un terrain avec des buts. On définit qu'on joue avec une balle. Et qu'on la Ça, touche au pied. Et après, on ouais, a voilà. dépassé mes compétences de foot. Oui. Mais ça a l'air, complètement idiot de dire ça, mais c'est ce qui va permettre c'est ce qui va permettre de créer, oui, les fondations pour le jeu, en fait. Et c'est aussi des règles. Et sans ça, sans ces contraintes-là, en fait, il n'y a pas d'amusement. Il y a pas mal enfin, il y a certaines approches de définition du jeu qui se basent sur les contraintes non nécessaires ou non indispensables. C'est notamment ce qu'on va trouver chez quelqu'un comme Huizinga. Mais un autre exemple tout con, c'est de dire euh, si tu cours, voilà, moi je vais vous épargner l'image de si moi je cours parce que ça va pas être grand chose. Si tu cours, en soi, c'est pas spécialement fun. Par contre, si tu rajoutes je sais pas, l'envie, une contrainte en fait. Le fait de te dire tu fais tel parcours en moins de, je sais pas, 40 minutes. Alors, soyons clairs, moi j'ai jamais couru 40 minutes de ma vie, mais il paraît qu'il y a des gens qui y arrivent. Euh, Tu rajoutes une contrainte et déjà ça va te créer un peu plus alors de fun ou de souffrance, ça dépend comment tu le vois, mais a priori de fun. De la même façon, si tu dis ok, je vais courir, mais quelqu'un d'autre va courir avec moi à côté et on va voir qui est le plus rapide. Une simple action comme le fait de courir va avoir beaucoup plus d'intérêt et tu vas les créer. Alors que c'est des règles que tu rajoutes, c'est des choses toutes simples. Là, vraiment, on est sur des trucs, on ne peut plus. On n'est pas en train de savoir si, je sais pas, l'encombrement de l'armure, quoi, hein. On parle vraiment de trucs ultra que tout le monde a pratiqué à un moment de sa vie. Ben, ce sont ces contraintes que tu rajoutes qui vont créer le jeu, en fait. Et donc, C'est les contraintes qui créent les objectifs du jeu. ouais, les objectifs ou ça peut être autre chose que les objectifs. Donc c'est pour ça que je préfère rester un peu plus vague. Mais oui, c'est ça, les objectifs, ça va créer des opportunités, ça va créer des difficultés, ça va créer. Euh, on va y voir plein de choses selon ce qu'on préfère, mais c'est ce qui va. C'est de ces contraintes et de ces règles que vont naître bah, oui, l'amusement. Mais du coup, Oh, enfin, pardon, pardon, vas-y. après toi. Vas-y, vas-y. Non, parce que du coup, je repensais à des profondis. J'ai jamais caché mon amour pour ce jeu et à quel point je galère pour trouver des gens. Mais c'est vrai que toi, ne serait-ce qu'expliquer, bah, c'est quoi les contraintes, bah, il y en a pas trop, à part qu'on s'écrit. C'est c'est chaud. Enfin, à contrario, toi, l'idée en tête, c'est juste un jeu où il y a vraiment trop de contraintes. Bah, il est injouable. Un jeu où il y Bien en sûr. a vraiment trop peu, tu arrives très difficilement à partager le jeu et puis l'intérêt du jeu. Et toi, Des Profondis, c'est mon exemple de jeu avec très peu de contraintes en tête. Et à chaque fois qu'il faut que j'essaye d'hameçonner quelqu'un pour me dire ouais, je vais avoir un partenaire des Profondis, j'en chie comme c'est pas possible parce que c'est dur, quoi. Voilà. Tu as un, un genre, moi, qui m'avait pas mal poussé à réfléchir là-dessus, c'était le post-apo. Alors, j'aime beaucoup le post-apo, mais à une époque, on avait beaucoup de problèmes à y jouer avec mon groupe de joueurs, voire avec mes groupes de joueurs. Alors, depuis, on s'est vengé, hein, c'est bon. Parce que, en fait, on était souvent dans un cadre où on avait très peu de contraintes. C'est-à-dire, oui, les personnages en chiaient pour tout, mais par contre, dès que tu décidais de quelque chose que tu voulais faire, ben, en fait, tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais. Parce que beaucoup de. Tu pas forcément un boss qui allait t'expliquer quoi faire, t'avais pas forcément. Euh, je sais pas. En imaginant que la société tombait, bah, beaucoup des contraintes en question tombaient. Et du coup, les PJ étaient. En fait, avaient un océan de choix face à eux. Et donc, savaient pas forcément quoi faire. Et tout était possible et rien n'empêchait
sur le papier, rien n'empêchait de faire des choses aussi amusantes que dans d'autres genres, mais souvent bloquées. Alors, sur le post-apo, il n'y a pas quand on y réfléchit, vraiment ou quand on le pratique avec la quantité de jeux qui existent aujourd'hui, c'est, c'est pas vraiment un problème, c'est un problème que rencontrait notre groupe. Faut vraiment pas généraliser, il y a plein de enfin, Mais c'est dans le post-apo que ton groupe est tombé sur le problème de il y a trop de liberté et du coup on sait plus quoi foutre. ouais, exactement. Enfin, en tout cas, moi, je le voyais comme ça, ouais. Hem, Parce que, dans les faits, dans la fantasy, quand tu te promènes, j'allais dire en Nouvelle-Zélande, hein, quand tu te promènes dans les terres du milieu, que tu es au milieu de nulle part, tu pas beaucoup plus de contraintes que dans un post-apo, quoi. Mais, juste, bah, nous, on l'a rencontré comme ça, cette question-là, en fait. Dans notre imaginaire, on va dire, le post-apo, c'était une grande étendue vide, un désert à la Mad Max, quoi, hein, très clairement. Et je dirais même à la Mad Max 2. Si on avait le Thunderdome, franchement, ça aurait été facile, quoi. Mais on avait ouais, Mad Max 2 en tête, donc une autoroute à perte de vue, du sable autour, et des punks en quad avec des arbalètes, quoi, tu vois. Enfin, et donc, ouais, avec, avec tout ce qui existe ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup de jeux qui ont une spécificité en post-apo. Quand tu prends, si tu prends, je sais pas, alors je vais parler des univers, mais c'est vrai aussi pour les règles, hein, mais si tu prends Bitume et Vermine, t'imagines pas la même chose. Si tu rajoutes les règles et que tu compares Bitume, Vermine et Apocalypse World, pareil, t'imagines pas les mêmes trucs. Mais à l'époque, pour nous, ados, bah, c'était pas si évident que ça, quoi. Oui, c'était un gros gars indéfini. Ok. Ah, tiens, je suis parti dans ma tête sur le post-apo. Même toi, t'as parlé arbalète, et puis du coup, punk arbalète, je suis passé en mode quel survivant, traumatisme d'enfance. Ah, on s'est calme. Alors, mais clairement, moi, j'ai des jeux que je ne sortirai pas, Ken le Survivant, dans mes disques durs. Il y a une version, sur mes étagères, j'ai une version italienne enfin, il y en a même deux en fait, sur le système Simulacre qui était sorti. Et j'ai récupéré quelques trucs bizarres au Japon, dont un scénario. Au Japon, il y a une scène indé assez forte qui s'est faite essentiellement. Alors, je sais pas à quel point elle est indé d'ailleurs, mais avec du Cthulhu, revisité à toutes les sauces en fait. Et donc, j'ai un supplément Cthulhu que je n'arrive pas à lire, à part des passages où je demande à ma femme de m'expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire quand même ce truc? Euh, où on joue à Ken le Survivant, en fait, Ok. en supplément Cthulhu. Enfin, avec le système de Cthulhu, hein, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment Cthulhu dedans. Ok. Tu vas pas faire exploser des profonds, mais c'est avec. D'accord. Ah, peut-être, hein, Ok, on ne sait ok. pas, les profonds du Nanto, tu vois. Je sais pas si ça existe, mais ça n'existe pas, il faudrait l'inventer, quoi. Oui, oui, c'est. Ah, du coup, putain, on parlait de Guillaume Jantet, et puis toi, à parler de ça, du coup, je me dis, ah, c'est vrai que c'est facile de faire Cthulhu versus Godzilla, ou, enfin, ah, Alors, alors on va se calmer de suite, hein. C'est Godzilla qui explose l'autre calamar. Godzilla ne peut pas perdre, quoi. ah, je sais pas, hein. Non, 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 bah, tu sais pas, tu te trompes, quoi. C'est Godzilla qui gagne. Ouais, ouais, non, mais voilà. Je ne vais pas contrarier sur Godzilla. Mais quand même, quoi. Tu peux, mais tu perdrais. Je sais Je que pense que Godzilla, il est Godzilla et censé jamais Chocolatini, c'est perdre, les mais deux trucs sur lesquels c'est juste pas possible d'avoir une discussion avec moi, quoi. ok, Godzilla ne peut pas perdre. Putain, je cherche un film où il s'en prend plein la gueule. Si, là, contre le dragon à trois têtes, il en prend plein la gueule, Ghidorah? Godzilla. Ouais, mais il gagne quand même. Ouais, mais parce que les humains l'aident. Alors, je sais pas, ça dépend du film, je les ai pas tous vus, mais c'est pas grave, s'il a été assez fort pour se faire des amis chez les humains, c'est qu'il est plus balèze, c'est tout. D'accord.
Je, Ok, ok. je n'ai absolument aucune mauvaise foi et surtout pas sur Godzilla ni sur Chocolatine. Jamais. D'accord. Ah ouais, team pain au chocolat, donc on va pas ouvrir le débat, hein. Adieu. Sachez que voilà, la chocolatine est une aberration. Mais Alors ouais, franchement, non, tu mais parlais toi, de on est. Godzilla avec Toulouse, si c'est le chocolatine l'aberration des trois. Ouais, non, mais Bon. c'était parti dans les kaiju, mais c'est vrai que c'est. Bah, toi, par exemple, les jeux de kaiju, il y en a pas des masses chez nous, quoi. Alors, ouais, il y en a quelques-uns. Et moi, je t'avoue que c'est un univers qui m'intéresse quasiment pas en jeu de rôle. Mais j'ai, pour ainsi dire, pas essayé. Donc, je sais pas comment dire. Peut-être que les jeux sont bien. Et je sais pas du tout. Juste la proposition de jouer des kaijus me parle pas. Jouer dans un univers où il y a des kaijus, qu'on joue des humains, il y a aucun problème. Et sincèrement, si on les met dans des donjons, qu'on a des dragons, c'est pas très très différent, quoi. Mais ouais, moi, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai pas de, enfin, j'ai pas d'expérience de jeu là-dedans. Et en même temps, si quelqu'un a un super jeu sur le sujet, et je suis preneur. Si quelqu'un si quelqu'un veut m'inviter à une partie en ligne ou comme ça, pour jouer à un jeu de kaiju et me montrer à quel point c'est génial, mais s'il vous plaît, faites-le, quoi. Montrez-moi un pan du JDR que je connais pas et où je kifferais probablement ma race. Juste pour l'instant, je suis un peu bloqué, j'arrive pas à imaginer ce qui est sympa. Mais je suis persuadé que ça doit l'être en fait, mais je bloque. Ouais, réussir à construire une histoire qui soit pas juste, c'est bon, on a rasé Tokyo et un quart d'heure plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça doit être possible, hein, c'est une histoire d'imagination. Je suis sûr que quelqu'un, quelque part, a trouvé une manière de lancer le truc de manière plus intéressante que juste faire du catch d'immeuble, quoi. Bah, il y a des jeux Evangelion qui existent, donc il y a peut-être, voilà, je sais pas, jouer en robot géant, mais pas de problème, en courant. Jouer un kaiju, pour moi, il y a un truc. Enfin voilà, la différence, elle est pas. Fondamentalement, elle est pas énorme, mais il y a un truc qui me bloque, quoi. Ah, c'est dur de s'humaniser, de se projeter, je sais pas, oui. Enfin, toi, j'ai réfléchi, j'ai exactement la même réflexion. Donc, tu Tech, bah, tu peux facilement l'imaginer, mais du coup, tu es du côté humain, enfin, tu es tout de suite du côté humain, quoi. L'humain Ouais. qui contrôle un gros truc, puis qui va aller poutrer du monstre, qui est méchant, qui vient tout détruire. Ou qui lutte contre, hein, éventuellement, il n'y a pas de problème, hein. Mais, euh, mais ouais, je m'imagine pas jouer Godzilla. Alors, pas que pour le sacrilège que ça représenterait, hein, bien sûr, mais non, c'est un truc. Je sais pas. Mais voilà, oui, il y a des jeux qui existent, il y a des jeux qui sont faits par des gens en plus qui ont fait d'autres jeux à côté qui sont bons, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Mm. C'est juste ce postulat, quoi. Ok, bah écoute, quand tu auras essayé, je te laisserai me faire un petit retour, hein. Est-ce que c'est sympa de jouer Godzilla? Et en enchaînement terriblement tiré par les cheveux, Godzilla, oh c'est japonais, Ryutama, oh lapin marteau. T'as vu cette transition faite comme un Ah gros oui, chaouis de première? on sent le talent, hein, l'acrobatie, tout ça. Ah, je jongle. Non, non, Ne mais faites pas ouais, ça du chez coup, vous, hein. Cette cascade a été réalisée par un professionnel. oui, parce qu'on avait un mini plan au tout début, hein. Je me suis dit, ouais, on va partir sur une petite discussion libre, puis après on va parler un petit coup, bah, lapin marteau, comment voilà, tu as vécu cette aventure. Et puis après, on va parler Château Falkenstein. Mais je viens de me rendre compte, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur la question d'ouverture. Donc, comme d'habitude, on part dans tous les sens. Donc voilà, enfin, lapin marteau, si t'as des envies, si tu trouves qu'on reste sur Godzilla parce que je te fais chier avec ma question, c'est comme tu veux. Alors, il y a pas de problème, mais juste, tu peux préciser un peu, parce que juste lapin marteau, c'est. Bah alors en fait, comment tu as réussi de passer bah, je sais déjà que tu fait un passage par Cops, mais voilà, je joue avec mes potes dans ma cour du collège, je vais devenir un créateur de jeu, et puis ah tiens, on va franchir le pas, on va faire lapin marteau, et du coup, c'est une question que je pose souvent, mais en plus, il y a la particularité avec lapin la marteau, c'est qu'avant de devenir des éditeurs de jeux de rôle, vous avez eu le gros tampon d'être des éditeurs de livres à concept sur le jeu de rôle.
Alors, en fait, ça s'est passé très différemment. Alors, comment dire? Je vais essayer de la faire rapide pour une fois. Euh, Au départ, comment je me retrouve à bosser sur des trucs pro, entre guillemets, c'est que c'est via Cops, justement. Au début des années 2000, je me retrouve à vivre au Luxembourg, qui est un endroit qui a sans doute plein de qualités, mais je les ai pas trop vus, hein, on va pas se mentir. Et je me faisais chier comme un rat mort. Mais le rat mort qui arriverait pas à trouver des trucs sympas à faire, quoi, hein, vraiment. Et j'allais à un club de jeux de rôle qui était à Saint-Borne-de-Là, à Nancy. Et ce club organisait une convention. Euh, et je me suis retrouvé à écrire un scénario pour la convention, pour donc Cops. À l'époque, l'équipe de Cops était très ouverte sur le fait de... ils avaient vraiment fait des essais en termes de storyline et l'impliquer avec entre on va dire la fiction et les joueurs. Ils avaient notamment fait l'élection du maire en demandant aux joueurs de voter à l'époque. Et bon, pareil, il y a plein d'anecdotes intéressantes là-dessus. Et il était question de valider les effets de certains scénarios dans l'univers du jeu. Et moi, je trouvais ça trop cool, donc j'ai contacté les gens de l'équipe pour leur dire est-ce qu'on pourrait, est-ce que ce serait possible, quoi, de donner un espèce de tampon officiel ou semi-officiel au scénario de notre convention. Pareil, ça nous fera venir 3 personnes en plus et c'est génial. Et en fait, en faisant ça, j'ai rencontré, par échange d'email au départ, Benoît Atinost, qui m'a dit des choses gentilles sur mon scénario. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à bosser dans cette équipe-là, puis d'autres. À peu près à la même époque, on avait lancé un éditeur associatif qui s'appelait Phoenix Édition euh, pour, euh, pour les dinosaures, qui avait sorti un jeu qui s'appelle Mousquetaires de l'ombre. Et en gros, ces trucs-là, alors je ne sais plus dans quel ordre c'est sorti exactement, mais c'était les premiers boulots sur lesquels j'ai participé en tant qu'auteur. Entre-temps, il se passe un peu moins de 10 ans, on va dire, où je fais un peu tout ce qu'on me propose de faire du moment qu'on me paye, puis des fois même si on me paye pas dans le jeu de rôle, quoi. Euh, Ces choses-là, comment dire, donc je revenais du Luxembourg, j'étais en France. J'essayais d'avoir j'essayais d'avoir un boulot qui soit présentable et c'était les années 2000, donc c'était une période difficile pour le jeu de rôle, on va dire. Mais voilà, on s'est retrouvé avec des tas de potes en fait. Je pense à Ogrum, je pense pas à Ino, à Brad Salad, à Romain Duissier, tout ça. On s'est retrouvé à bosser pour des maisons d'édition un peu en même temps en fait. Et aussi parce que c'était une époque où ça suivait, alors sans vouloir en faire des caisses là-dessus, mais ça suivait l'époque Dumas, comment dire, du jeu de rôle chez Asmodée en fait. Et la faillite, alors je me trompe peut-être sur le terme juridique, mais en tout cas la fin de Multisim. Et ces quelques événements mis bout à bout ont fait que, et quasiment des changements chez Descartes aussi très compliqués, tout ça a fait que la plupart des gens qui bossaient dans le jeu de rôle avant se sont barrés parce que c'était plus possible pour eux de croûter avec ce qu'ils gagnaient dans le jeu de rôle, quoi. Et donc, il y a eu un appel d'air pour une nouvelle génération d'auteurs dont je faisais partie. Et ça s'est trouvé, voilà, par hasard, le fait d'être au bon endroit au bon moment. Et on est plusieurs à être arrivés comme ça, en fait. Et donc ça, on va dire, ça dure les années 2000 à faire plein de trucs. Et vraiment, moi, j'ai passé les années 2000 à expliquer aux gens, faut surtout pas arrêter votre boulot pour faire du JDR. Ce qui répète souvent Stéphane Gallet, le meilleur moyen de se faire une fortune dans le JDR, une petite fortune dans le JDR, c'est de commencer avec une grande.
Et j'ai vu passer plein de gens qui m'ont proposé de sortir des textes à moi, mais qui se cassaient la gueule entre-temps, en fait. Je veux pas donner des noms pour pas aller sur des trucs qui sont un peu douloureux pour certains, mais on voyait des gens arriver avec l'héritage de mamie, bouffer l'héritage de mamie, et puis fermer boutique, quoi. Dans ce cadre-là, nous, voilà, on était vraiment à une époque, on disait, enfin, c'est une question qui se posait très souvent, de savoir est-ce que le JDR est mort, en fait. Après, moi, il y a eu des changements dans ma vie, donc qui ont fait qu'à un moment, j'en ai eu ras le cul. C'est arrivé aussi après le décès de mon père, qui a eu une maladie un peu longue, compliquée, enfin un cancer, quoi, qui a duré longtemps. Et l'envie de dire: «OK, je veux pas bosser toute ma vie pour me retrouver à ne pas accorder assez de temps à ma passion, en fait, ou à des trucs qui me passionnent». Et ça, plus quelques hasards, on va dire, ont fait que j'ai monté Lapin Marteau, en se disant: ouais, je vais essayer, ne serait-ce que pour pas regretter de pas l'avoir fait, en fait». On peut, enfin, peut-être que ça durera, 6 mois, peut-être que ça durera 1 an. Je vais juste essayer de pas faire de folie, d'y aller, un pas après l'autre, quoi. Alors, j'ai fait certaines conneries, je pense à des jeux que j'ai annoncés, très, très longtemps avant de les sortir, d'ailleurs pour un qui est toujours pas sorti, hein. Enfin, je pense à des trucs comme ça, et puis après ça a été, ouais, y aller petit à petit, pour Yotamant, je discutais avec l'auteur depuis assez longtemps. Hem, Ça a été possible, allons-y, faisons-le, c'est un truc, je vais apprendre plein de choses en le faisant, lançons-nous. Et ça a duré quelques années comme ça. Puis après, j'ai rencontré, Coralie, dans le cadre de sa thèse. Il se trouvait qu'on habitait dans la même ville, pas très loin l'un de l'autre, et qu'on a, énormément sympathisé. Et quand elle a fini sa thèse, je lui ai proposé de me rejoindre, en fait. Et là, on va dire, c'est la 2e époque de Lapin Marteau. C'est l'époque actuelle. Et puis, donc effectivement, on a commencé à sortir des recueils, mais le premier recueil, je crois, c'était avant, enfin, en gros, elle m'a rejoint plus ou moins au moment où on a bossé sur le premier recueil. Et ça s'est fait comme ça, un peu comme Ryutama, en fait, parce que c'était des choses, moi, j'étais persuadé que c'était intéressant. J'étais, mais toute ma vie d'auteur holiste, alors qui avait quoi, 10 ans à l'époque, hein, c'était pas non plus, on m'avait raconté que ça marcherait jamais, en fait. Et moi, je me disais: «Ouais, mais j'ai envie que ça existe». Et donc, on a essayé de lancer ces trucs, et puis, en fait, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Mais, mais au départ, c'était, même dans le choix des auteurs, en fait, sur le premier recueil, enfin, sur les autres aussi, mais notamment sur le premier, ça a été de se dire: «OK, peut-être que je vais perdre de l'argent, et peut-être que je vais perdre Lapin Marteau». Parce que vraiment, tout le monde dit que ça marche pas, que ça pourrait pas marcher. Mais, si jamais ça doit foirer, et qu'en fait, le fait de payer les auteurs, ça revient à m'acheter un article à eux, que pour moi, bah, à qui je serais prêt à payer, enfin, pour qui je serais prêt à payer pour avoir un de ces articles sur un sujet qui m'intéresse, en fait? Et c'est un peu comme ça que s'est fait le premier recueil. Alors il y a plein d'autres gens, hein, je vais recevoir des mails de gens énervés qui vont me dire que, mais, il y a plein d'autres gens juste, dans avec les contraintes qu'il y avait à ce moment-là, que ce soit les calendriers des uns et des autres, que ce soit, aussi, ce qui était très présent, c'était, chez certains auteurs, la peur de s'exprimer, en fait. La peur de passer pour un donneur de leçons et tout ça, et dire: «OK, chez qui j'ai envie, quoi?» Enfin, pardon, de qui j'ai envie de lire les trucs, je sais pas, je pense à Tristan Lhomme. Moi, je vois pas grand monde qui peut me dire: «Tristan Lhomme, il a rien à m'apprendre sur l'écriture de scénario», quoi. Et voilà, c'est pas, je sais pas si, tu vois, on peut ne pas apprécier, je vais rester sur l'exemple de Tristan Lhomme, on peut ne pas apprécier son article, on peut l'apprécier. Mmh. Et moi, Mais sa pour légitimité, elle est pas attaquable, quoi. ouais, clairement. Et pour parler comme au poker,
Euh, Moi, j'avais envie et j'étais prêt à payer pour voir, en fait. Et voilà comment se sont fait les trucs. Donc, Lapin Marteau, c'est vraiment une histoire de. euh, c'est parti vraiment sur un truc de sale gosse, hein, pour être honnête. Euh, alors, c'est parti sur l'idée de, ok, j'ai vu la fin de vie de mon père et autant je suis très très fier de mon père, autant je trouve qu'il a été lâché par plein de gens. Et je me dis, si c'est pour avoir ces problèmes-là, ce serait vraiment euh, au moins que j'ai pas, enfin, au moins que je ne regrette pas de ne pas avoir essayé en fait. C'est parti sur, ouais, sur des volontés de faire des trucs qu'on trouvait cool ailleurs, mais qui pouvaient pas exister parce que tout le monde disait que c'était pas possible. Et de se dire, bah voilà, on avance, on fait un pas après l'autre. Moi, j'ai pas, et Coralie, c'est pareil, on n'a pas volonté de venir, je sais pas, euh, les premiers sur tel ou tel domaine ou machin. Nous, on veut juste être des artisans, on fait nos trucs, ça marche pas. Tout ce qu'on a envie, en fait, c'est de pouvoir continuer à avoir le mode de vie qu'on a aujourd'hui, en fait. De pouvoir continuer à vivre du jeu de rôle, de pouvoir continuer à faire des trucs qui nous intéressent, et de pouvoir continuer à aborder les projets en se disant, OK, qu'est-ce que je vais apprendre avec ce projet-là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas fait, qu'on ne sait pas faire, même à la limite, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Euh, Moi, Ryutama, bah, il y a eu plein de problèmes. J'ai appris plein de trucs parce que j'ai eu. C'est aussi pour ça que le jeu avait eu beaucoup de retard au départ, parce que j'ai appris plein de galères et malheureusement, euh, pour moi, la différence entre un auteur et un éditeur, à mon échelle, bah, c'est le retard de Ryutama. C'est la matérialisation concrète en fait du fait d'apprendre ce taf. Il y a eu plein de complexités qui ont été dues au fait que c'était un jeu japonais. Pour des questions de langue notamment, mais pas que. Il y a eu des trucs sur la maquette que j'ai appris, des choses que je pensais simples, mais qui l'étaient pas. Enfin, mais pour moi, cet apprentissage, voilà, il est représenté par ce retard de Ryutama au départ. Et c'est un rappel quand je dois réfléchir à ces trucs-là. Sur les livres de conseils, ben, ça a aussi été un apprentissage de coordonner de nombreux auteurs, de faire ce genre de livre qui était très peu présent. Enfin, il y avait il y a eu la Bible du meneur de jeu, il y a eu le supplément de Cassius Belli juste avant la fin je crois que c'est le manuel pratique du JDR, je me souviens plus le nom, le hors-série, Oui, pardon. je sais plus. Il y a eu Dirty MJ, enfin ça existait, hein, les trucs de conseil, mais peut-être pas organisé comme ça, peut-être pas organisé comme j'allais dire presque comme un manuel scolaire en fait, quoi, hein. Euh, Il y a tout ça, ça fait une énorme quantité de conseils en fait, les trois bouquins. Mais bah, pour nous, c'était aussi un apprentissage de dire, ok, on pense qu'on peut le faire, on pense que ça peut être intéressant, on pense qu'il y a des gens que ça répond à un besoin pour les rôlistes aujourd'hui. Enfin, pas pour tous, hein, bien sûr, mais essayons. Falkenstein, c'est de nouveaux défis. C'est des défis. Bon, il y a certains éléments que je ne veux pas évoquer parce que c'est de l'ordre de l'intime, mais pour nous, il y a des défis aussi sur, je sais pas, sur le suivi, sur le fait de gérer. Euh, Là où sur Yutama, on avait une liberté totale, dans le sens où l'auteur de Ryutama, il est tellement content quand on lui envoie tu vois, des petites aides de jeu, des trucs, que quand on veut faire des suppléments, il nous demande de les faire en fait. Sur Falkenstein, c'est pas la même chose. On est avec les Pondsmiths en face. Et on, quelque part, ils lâchent pas leur bébé comme ça, et c'est normal, quoi. Et surtout qu'il y a un lien très particulier pour Falkenstein, parce que c'est un jeu qui était, comment dire, euh, encore récemment, ils disaient que c'était pour eux le bouquin qui avait été le plus innovant, entre guillemets,
où ils avaient fait le plus de choses, mais c'était aussi leur bouquin qui s'était... je sais pas qui c'était le moins vendu ou un de ceux qui s'était le moins vendu. Et que donc, il y avait une frustration aussi par rapport à tout ça. Enfin, c'est pas leur mot, hein. C'est ce qui nous a semblé, quoi. OK. Et Oui, donc, un peu le sentiment de là où tu as mis à tes yeux, le plus beau travail, au final, c'est pas celui qui est, pas celui qui est le plus regardé. oui, puis, alors il faut voir que ces discussions, on les a eues à une époque où il y avait, Cyberpunk, le jeu vidéo en chantier, quoi, enfin, plutôt vers la fin, donc j'imagine que ça représentait une masse de travail, conséquente et que ça leur demandait beaucoup d'attention et de temps, quoi. Ils travaillaient aussi sur The Witcher, c'est pareil, c'est des jeux qui sont extrêmement observés. Mike Pondsmith, c'est pas juste un mec qui a fait, j'allais dire, du cyberpunk et du steampunk. C'est aussi un type qui a fait Mechton Z. C'est aussi qui a fait des jeux sur les animés très très tôt. Avec, je me souviens plus du titre, Teenager from, je sais plus si c'est Another Dimension, Outer Space, un truc comme ça. Non, enfin, c'est des choses qui arrivent. Il a commencé très tôt à adapter des genres en fait. Et effectivement, ce que tout le monde retiendra de lui, c'est Cyberpunk en fait. Donc il y a, voilà, cette relation différente en fait avec on va dire les gens à l'origine de la licence. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprend. Alors, on a de la chance, hein, autant avec l'un qu'avec l'autre, ça s'est bien passé. Mais pour nous, voilà, on apprend de nouveaux trucs, quoi. Et, ça fait partie des choses qui sont juste géniales dans le staff, quoi. OK. On n'apprend pas seulement le traitement de texte et la mise en page dans l'édition de jeux de rôle. Alors, tu m'as déjà vu écrire, je pense que pour le, le traitement de texte, on repassera. Mais ouais, enfin, il y a plein de. Mais je pense que comme tous les métiers, quand ils sont faits par quelqu'un qui est passionné, en fait. Je te prenais l'exemple du foot tout à l'heure. Apparemment, toi comme moi, on va dire qu'on n'est pas des esthètes de ce sport-là, mais moi j'ai des potes qui sont capables de discuter pendant des heures et des heures de telle configuration stratégique, ou je sais pas comment on dit, enfin, les histoires de 4-4-5, non, 4-4-5 ça marche pas, mais ces histoires-là de tactique, moi ça me dépasse complètement, mais eux ils sont capables d'y voir de la beauté, ils sont capables d'y voir des trucs. Moi, quand on me dit je vais mettre, je sais pas, alors je dis sans doute des aberrations parce que je connais pas bien, mais Giroud ou Benzema l'attaquant, moi je suis pas forcément capable de voir la différence, quoi. Mais du coup, là, on revient à un de tes premiers amours, parce qu'il me semble que c'est une des bases de la pensée zen. L'important, c'est pas ce que tu fais, c'est que tu le fasses totalement et avec perfection. Euh, alors, je sais pas, peut-être. Enfin, ce que là où je voulais en venir, c'est plus que sur le fait d'apprendre et sur le fait de voir des choses euh, comment dire, de voir du plaisir dans les détails, ça vient avec la passion et que c'est sans doute, ça dépasse sans doute de très loin le cadre du JDR, quoi. Pour prendre un exemple plus typé dans le JDR, j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un à propos on va dire, des jeux classiques de fantasy, souvent par rapport aux jeux plus alternatifs, on va dire. Sans même rentrer dans un débat éditeur indépendant, c'est pas du tout la question, mais de se dire, il y a des gens qui trouvent qu'on joue tout le temps la même chose en jouant, je sais pas, essentiellement à des jeux de fantasy, où on va jouer des héros en devenir, tout ça, machin. Mais il y a aussi des gens qui adorent tellement ça, qui sont capables de voir dans les petites différences que nous, on perçoit pas, et pour qui ça va être des jeux totalement différents. Je sais pas, tout à l'heure, tu me parlais d'Hawkmoon. Quand tu prends Hawkmoon et Stormbringer, je pense que pour tous les rôlistes, on voit la différence. Il y a pas de problème. En un, c'est un univers, alors pas post-apo, mais qui a régressé au niveau médiéval, avec des machines un peu bizarres. Pour l'autre,
c'est un univers, on va dire, de fantasy sombre avec des divinités, des enjeux comme ça. Mais peut-être que la personne qui démarre sur ces jeux, surtout si elle les regarde d'un aspect technique, elle voit quasiment le même jeu en fait. Et puis matériellement, ça se ressemble. C'est présenté quasiment de la même façon. Les systèmes sont proches, les univers sont communicants. Il y en a un qui est, enfin, si je dois faire des, c'est pareil, là, je vais me faire insulter, mais il y en a un qui verse sur la dark fantasy démonologiste, et puis l'autre qui va être sur de la science fantasy merveilleuse, quoi. Mais Ouais. oui. Enfin, un non néophyte, il débarque là-dedans, c'est des trucs avec des univers magiques, puis des héros, quoi. Et ça se ressemble. Par contre, effectivement, si tu discutes avec un spécialiste de ces jeux-là qui, les adore, bah, il peut t'expliquer pendant 3 heures pourquoi c'est pas du tout la même chose pour lui. Alors que, en plus, comme tu le dis, c'est des univers qui sont liés entre eux. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas loin d'être la même chose, quand même. Mm. C'est censé être des variations du même truc, tout ça, mais l'histoire de champion éternel, tous ces trucs-là, enfin, si ça parle pour les gens qui nous regardent, donc chez cet auteur, la plupart de enfin, beaucoup de ces univers sont en fait des variations reprenant les mêmes figures, dont la figure du héros, qui s'appelle le champion éternel, la figure de son pote qui est le compagnon éternel, enfin, sans trop rentrer dans les détails. Et ces univers forment un multivers, ce qu'on appelle un multivers, donc en gros un gros bordel où il y a des connexions entre les univers, et donc c'est très facile d'en faire entre les jeux en question. Et il y a même eu des suppléments, je pense à une campagne qui s'appelle Le Pirate des Mondes, je crois, qui était sortie à la fois enfin pour les deux jeux en fait, distinctement. Et tout ça pour dire, bah oui, nous on va, enfin je dis nous, mais en tout cas, je pense que les gens avec qui je jouais à l'époque et moi, on peut t'expliquer pourquoi les ambiances n'ont rien à voir, pourquoi tout ça, machin. Mais quelqu'un qui débute et qui les découvre comme ça, enfin qui débute même pas le jeu de rôle, hein, quelqu'un qui découvre ces univers en même temps, va dire ouais, vous chipotez un peu. C'est écrit par le même mec, les histoires sont mélangées, vous délirez un petit peu, quoi. Enfin, toi, ils vivent dans les romans, ils se rencontrent, ils vivent même des trucs ensemble, donc. Mais oui, oui, clairement, clairement, mais avec alors non seulement la passion, mais aussi le fait d'être constamment dedans, on va quand même remarquer des détails, des différences, des choses mais c'est pareil pour, je sais pas, moi je suis pas du tout musicien, mais j'ai des potes qui le sont, et quand ils écoutent de la musique, quand j'écoute de la musique, on n'entend pas la même chose, quoi. C'est pas possible. Et c'est génial en fait. C'est super. Moi j'ai envie d'avoir des gens. Enfin, quand je discute avec des gens comme ça, alors en vrai, je comprends pas toujours, mais je les vois contents en fait. Je les vois passionnés, je les vois à fond. Et souvent, j'arrive à grappiller, à comprendre deux, trois trucs au passage. Ils enrichissent mon monde en fait. Ils m'enrichissent à moi, quoi. Et donc, bah, tant mieux si ça existe, tant mieux si on voit ces différences. Et donc, au départ, par rapport à ta question, c'était sur les trucs qu'on apprend dans le jeu de rôle. Voilà, moi je pense que ça dépasse très largement ce cadre, mais oui, oui, il y a plein de choses à apprendre dans le jeu de rôle, quoi. Euh, Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on prend des gens de notre génération, ils ont souvent bien plus d'heures de vol que les gens à qui, enfin, que ce qui est nécessaire pour obtenir un brevet de pilote, tu vois, à qui on va filer la vie de 400 personnes. Et alors, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut filer la vie de 400 personnes à des rôlistes, hein. Pour une partie, ça n'a rien à voir, hein. Mais tout ça pour dire que ces choses-là, euh, cette expérience-là, cette capacité à aimer son loisir, à faire des choses avec, je pense qu'il faut en être fier, je pense qu'il faut la valoriser. Il faut juste faire attention à pas emmerder les gens qui débutent, à pas mettre des bâtons dans les roues des autres. Ça, c'est une certitude. C'est un réflexe qu'on a souvent eu chez les rôlistes, parce qu'il y a une époque où on s'est pas mal refermé, quoi. Mais ouais, si on peut dresser des ponts entre les diverses pratiques, entre les personnes, en fait, ben, on va s'enrichir. Moi, je sais pas, enfin, je trouve génial d'entendre quelqu'un parler de ce qu'il aime, même si des fois je pige pas tout, quoi.
Sauf sur Godzilla et la chocolatine, où là, il y a beaucoup de gens qui disent de la merde. Mais sinon, oui. Ouais, non, mais on va te garder tes idées fallacieuses pour toi, hein, voilà. Fallacieuse. Tu seras coupé au montage. Si tu veux, si tu veux. Non, mais je sais pas, non, le temps que ça me prend. Mais toi, j'apprends aussi, j'apprends. Dans la souffrance, mais j'apprends. Du coup, merde, Désolé. putain, je m'étais fait une transition là où j'étais fier de moi. J'ai complètement perdu. Ouais, merde, enfin, je tentais. Ah, voilà, bon, bah, tant pis pour la transition. Mais ouais, j'allais à la pêche aux infos sur. Il y a un supplément là qui est teasé dans ce qui est déjà sorti de Château Falkenstein, comme il faut. Donc, comme il faut, qu'est-ce qu'il y aura bien comme il faut dedans? Alors, il est plus qu'utilisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui ont précommandé Falkenstein sur la campagne qu'on a faite cet été, en majeure partie, l'ont aussi précommandé. Donc, il y aura dedans beaucoup. Alors, on va dire essentiellement des choses. En fait, c'est un compagnon du jeu. Donc, il y a des éléments de nature diverses, on va dire. C'est pas un supplément entièrement thématique. Euh, c'est pas un supplément sur la Chine, par exemple, ou sur l'Australie, mais c'est un supplément plus généraliste, on va dire. Et ce qu'il y a dedans, c'est la partie qui pourrait se plus rapprocher de thématique, c'est tout ce qui va être lié à la bonne société. Donc savoir comment se comporter, savoir ce qui est la saison. Donc la saison à l'époque, pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, c'est un peu tous les événements où il faut être vu en Europe. Et c'est étalé en fait sur l'année, c'est pour ça qu'on appelle la saison. C'est, je sais pas, si on fait l'équivalent de nos jours, ce serait pour, euh, pour des, euh, pour des cinéastes, par exemple, ce serait aller au Festival de Venise, au Festival de Cannes, etc. Je ne sais pas quel ordre sont ces festivals, hein, moi j'y connais rien, mais c'est tous ces événements, en gros, il faut être vu, peut-être les Oscars, je sais pas comment on appelle ça, les Emmys, non, je sais pas. Enfin, on voit quelque chose qui se rapproche pas mal avec les prix, en fait, dans le spectacle. Ou pour parler plus proche de nous, les conventions, on sait qu'à telle période de l'année, ben, en gros, les enchaînent et qu'il y en a qui font moins se louper que d'autres. Donc voilà, tout ce qui va être relatif à la saison, tout ce qui va être relatif à des choses comme, je sais pas, comment s'habiller, comment s'adresser aux gens, les loisirs, Hop, les des, mais tu dégages. Voilà, au revoir. Hop, c'est fait. ça va être des éléments comme ça. Il va y avoir des éléments liés, à des aspects plus techniques. Il y a des, clarifications de règles, il y a des, enfin de règles ou de background d'ailleurs. Il y a aussi, moi un truc que j'aime bien, qui est, en fait des conseils, pour aborder le jeu avec des idées de campagne et sur des thèmes très différents. Falkenstein, c'est un jeu hyper foisonnant, où on peut aller dans toutes les directions. On peut faire heu, alors celle qui est la plus proposée par le jeu, il me semble, c'est une espèce de James Bond steampunk, victorien. Mais on peut aller vers du gothique à la Penny Dreadful, on peut aller vers du film d'aventure à la Errol Flynn. Enfin, on peut aller vraiment dans plein de directions, en fait. Il y a, ce qu'on va retrouver pas mal, c'est du Sherlock Holmes aussi, des choses comme ça. Euh, Ou on peut aller vers des trucs multiverses comme Hawkmoon. alors, est-ce que tu veux que je te raconte ma campagne? Est-ce que tu as 12 heures devant toi pour que je te raconte ma campagne? Ah, t'es allé dans ce sens-là? Euh, le... C'est compliqué. Euh, Eh, on la, se la- donne 10 minutes. Franchement, je t'avoue, là, tu m'as trop teasé. J'en ai rien à foutre de savoir si ça intéresse les gens. Moi, je veux savoir. D'accord, je vais... ok. On a joué plusieurs campagnes depuis qu'on a repris le jeu. Je parle pas des trucs auxquels on jouait plus jeune. On a fait une première campagne qui est un peu différente de celle qui s'éloigne un peu du cadre original du jeu,
où en gros, on jouait de début 1870 en gros, jusqu'à la guerre avec la Prusse. Mais la guerre avec la Prusse, elle n'existe pas dans le monde de Frankenstein. Juste, ça me plaisait de mettre en scène ces événements historiques, la Dépêche d'Ebs, tout ça, ça te parle. Et donc, on a joué la première campagne avec ces éléments-là, en fait, liés à la guerre. Enfin, liés à la guerre. Liés à tout le cadre, en fait, qui va arriver à la guerre, parce que il faut savoir que c'est une guerre qui a un côté un peu... alors, on parle d'une guerre, hein, donc il y a des morts, tout ça, machin, mais on parle d'une guerre en jeu de rôle. Et quand on regarde les aspects historiques, il y a plein d'éléments qui sont un peu grand-guignolesques. Encore une fois, sans oublier qu'il y a plein de morts aussi en face, hein, c'est pas juste un truc rigolo, quoi. Et notamment, ce qui était assez amusant avec notre regard d'aujourd'hui et de gens qui veulent l'utiliser pour le jeu de rôle, c'est que en gros, c'est que la France était tellement convaincue qu'elle allait gagner. Elle s'est fait duper, mais d'une façon assez primaire, en fait, pour, par, par la Prusse, pour que ce soit la France qui déclare la guerre. Et en gros, pour que la Prusse ait pas trop d'alliés contre elle. Et en plus, Napoléon III l'a fait en se disant, bah, comme ça, je vais regagner l'opinion. Tous les problèmes que j'ai en interne, on va aller taper la gueule aux Allemands, enfin, qui n'étaient pas les Allemands à l'époque, hein. Enfin, qui n'étaient pas, l'Allemagne n'était pas unifiée plutôt. On va aller les taper, ça va être facile. On revient après, et puis je serai tranquille, quoi. J'aurai tout gagné. Bon, ça s'est pas passé comme ça d'un point de vue historique. Ça a été un peu différent. Et ça a eu des impacts sur jusqu'à l'histoire assez récente, quoi. Donc ça, c'était la partie où je réponds pas à ta question. La partie où je réponds à ta question, c'est on va dire la campagne actuelle. La campagne actuelle est un des fils rouges, c'est notamment le fait d'avoir un personnage en gros, un personnage qui est un des PJ est un personnage qui est revenu dans le temps. Il est arrivé, je sais plus, vers 1915, on va dire, début du XXe siècle, et il a trouvé une machine qui lui permet de voyager dans le temps, mais il peut pas le faire. C'est pas Code Quantum, quoi, hein, il peut pas le faire en permanence. Il l'a fait une fois, il est revenu dans le passé, il est dans le passé, et il se passe des choses. Et donc il joue son personnage qui est revenu dans le passé, et qui du coup, c'était quelqu'un qui a pas connu ses parents pour X raisons. Et donc le premier truc qu'il va faire, c'est aller voir ses parents. Parce que il est revenu suffisamment dans le passé. Alors il veut empêcher un grand truc calamiteux qui va se produire après, en gros, où les fées se mettent d'accord pour défoncer les humains, pour faire simple. Et ce sera en partie la faute des humains. Et donc lui, voilà, il revient dans le passé en disant il faut que j'empêche ça, c'est vraiment pas cool. Et il va revoir ses parents, sachant que ses parents, c'est donc un couple composé d'une fée et d'un humain, qui sont joués par deux autres personnes à la table, mais qui sont pas du tout en couple encore. Et qui sont tous les deux ultra timides et très prudents. Et donc lui se retrouve au milieu. Il est à la fois super content parce qu'il découvre ses parents, et puis il trouve que ses parents, ils sont un peu empotés, et que on est assez proche finalement du premier retour vers le futur, quoi. Sans le côté paradoxe. On a pris une autre façon de gérer le voyage dans le temps. Et il se trouve que les autres PJ, en fait, sont liés. En gros, un des PJ, c'est la personne qui va construire la machine à voyage dans le temps, mais dans X années, donc a aucune idée de comment ça marche aujourd'hui, quoi. En passant par des histoires d'univers, enfin de trucs un peu bizarres. Dans quasiment le premier scénario, le personnage qui est revenu dans le temps, en fait, va découvrir une version plus âgée de lui-même, qui en gros est revenu à l'époque où il va pouvoir réutiliser la machine, sauf qu'il aura échoué, en fait. Il aura constamment merdé, et il va se retrouver plus vieux, sauf qu'il se bute, en fait, parce qu'il comprend pas trop ce qui se passe. Enfin bon, il y a plein de raisons, hein, je suis désolé, je pense que c'est déjà très long pour les gens qui écoutent, mais j'essaye quand même de la faire de façon compréhensible. Et
Et donc, bah, ce personnage est confronté à quelqu'un qui, à la fois, essaye de l'aider et essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, qui est lui-même plus vieux qu'un merdé. Et il a découvert à un moment, enfin, avec le reste du groupe, que, en fait, que, bah, étant confronté à son ancien lui, à son lui plus vieux, ça l'a fait évoluer différemment. Et il a une version de lui qui a tout réussi, qui est revenu dans le passé pour une autre raison, en fait, parce qu'il était jaloux de lui et de sa mère. Et bon, il va se passer plein d'histoires, et grosso merdo, on a 3 versions du même personnage. Enfin, il n'en reste plus qu'une en vie, cela dit. Et on a des histoires avec, alors ces histoires de voyage dans le temps, c'est toujours un peu complexe à faire, ça nous a pris un certain temps. Là, on a à peu près clarifié tous ces points-là, le fait d'avoir une timeline qui est super compliquée à expliquer parce que, alors ça, c'est 1870 la première fois, ça, c'est 1870 la deuxième fois, ça, c'est 1870 la troisième fois, et tu peux partir encore sur une autre version. Et il y a des histoires effectivement de mondes parallèles qui se joignent un peu. Alors, dans les deux cas, on essaye de pas faire trop complexe pour que ça. Enfin, j'essaie de pas faire trop complexe pour que ça reste jouable en fait. Et pour que les choses aient encore de la valeur. Un des soucis souvent quand on fait des campagnes avec des univers parallèles, c'est que si tu as 50 versions de toi-même, t'en as aucune qui a vraiment de la valeur en fait. Plus rien n'a d'importance. Donc voilà, on essaye de calibrer tout ça. Et là, par exemple, ce qu'ils vont être en train de jouer, c'est les souvenirs les souvenirs d'une des versions en fait, dans des trucs parallèles. Enfin, c'est un peu compliqué, je suis désolé. Euh, Bah, je t'ai lancé, hein, je t'en prie. Sachant qu'une partie des événements en question ont été joués par une autre table. Ok. Voilà. Je, je vais me cacher de honte maintenant que j'ai expliqué la campagne. Hmm, c'est très bien. Et puis vous voyez tous qu'effectivement, on peut se lâcher dans tous les sens. Voilà, à Château Falkenstein. Oui, parce que ça, c'est qu'un des fils de la campagne, hein. Hmm. Ah, Mais je vous raconterai pas les autres. Ne fuyez pas, je vous raconterai pas les autres. ouais, ouais. Et ben c'est pareil, je vais garder mes délires à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de ma tête. Mais oui, je trouve, enfin, il y a vraiment, enfin, je vais pas refaire ma vidéo. Je trouve que c'est titillant, puis effectivement, ça pousse la créativité. Puis tu as envie de dire, bon, bah, je vais prendre ça, puis on va faire ça, puis on va aller là, puis mettre un gros bordel, quand même, faut le dire. Ah mais oui, tu parlais des Nibelungen, je crois. Ouais. Sur la première campagne, on a eu une partie, une séance qui était en fait la première fois qu'a été donnée la Valkyrie, l'opéra de Wagner, qui était à Munich euh, en 1870, je crois, justement. Et donc, on a, faut imaginer un espèce d'épisode avec la Valkyrie en fond, l'opéra qui passe, avec plein de trucs qui se passent en même temps, avec forcément des tractations dans tous les sens, géopolitiques, avec Moriarty au milieu, avec enfin un bordel sans nom, quoi. Mais chouette. Et ouais, on peut aller vraiment dans plein de directions. Le jeu, ce qui est assez clair, c'est que le jeu donne un filet de sécurité avec l'histoire du Second Pacte. Donc cette fameuse façon de jouer qui sera proche enfin moi souvent je présente comme une espèce de James Bond victorien, même si c'est très réducteur. Et puis après, oui, on peut vraiment aller euh, dans plein de directions. Moi, je sais pas, par exemple, il y a une histoire, je m'en suis pas encore servi pour un scénario, mais je pense que ça ne saurait tarder. Euh, c'est aussi l'époque où il y a beaucoup de choses comment dire? C'est une époque où il va se passer énormément de choses d'un point de vue culturel, et il y a beaucoup de choses qui vont se développer. C'est pas forcément une époque qui est juste heureuse, hein, faut pas. Il n'y a pas que des trucs cool, vraiment pas. C'est aussi une époque où il y a des tonnes et des tonnes d'officines de barbouches, d'espions dans tous les sens. Enfin, euh, c'est l'époque où on crée les renseignements généraux. Enfin, à ce niveau-là, il y a plein de choses au terme d'espionnage aussi. Il y a plein de choses donc au niveau culturel, et notamment, ouais, donc un truc moi qui m'avait bien marqué, c'est l'histoire d'une ballerine qui en fait
va prendre feu lors d'une représentation. Euh, et bon, bah, c'est une histoire tragique, hein. Alors, elle va mourir, je crois, 1 an après, des suites des blessures, des complications, tout ça. Mais c'est cette ballerine qui était la disciple d'une très grande danseuse qui avait fait en gros sa première réalisation là. Et enfin voilà, quand la réalisation se termine par un incendie et ta star qui crame, à mon avis, c'est que enfin, tu le considères pas comme un succès, quoi. Euh, Parce que donc à l'époque, pardon, je m'aperçois que je suis en train de me perdre complètement. Les éclairages se faisaient avec des bougies, et donc bah, les tutus pouvaient prendre feu. Et on leur passait, il y avait un liquide en fait qu'on pouvait passer sur les habits pour éviter que ça prenne feu. Seulement, ça sentait pas forcément très bon et ça rendait les trucs moins jolis. Ça donnait un aspect un peu pisseux quoi aux vêtements. Donc beaucoup de ballerines ne le faisaient pas. Et donc celle-là va avoir le temps de faire 3 fois le tour de l'estrade alors qu'elle est en train de cramer, que tout le monde est en train de se demander ce qui se passe. Quand la personne qui est chargée de la sécurité va arriver, va essayer de lui enlever ses vêtements de danseuse pour, bah, pour la sauver des flammes, en fait. Bah, elle, à moitié par pudeur, avoir un geste, c'est-à-dire qu'elle va pas les laisser les prendre, parce qu'il faut pas qu'elle se montrer dévêtue, quoi. Bon, quand tes vêtements crament, moi je pense qu'il y a des priorités, mais bon, bah, elle a choisi. Et enfin, il y a une histoire tout autour de ça qui est donc tragique, mais du pain béni pour le jeu de rôle. Et voilà, et il y en a des. Enfin, en gros, si on a Wikipédia et qu'on cherche la bio d'à peu près n'importe qui au 19e siècle d'un peu connu, on va tirer des trucs comme ça dans tous les sens et en allant chercher. Enfin, c'est un truc où tous tes PNJ sont connus, quoi. C'est juste pas possible tellement t'as de trucs hallucinants qui se passent à cette époque-là. Bah, Mais du coup, désolé là, pour la digression, hein. ah non, 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 mais puis je trouve du coup c'était une bonne digression parce que du coup, toi, on a fini sur des exemples pratiques de qu'est-ce qu'on peut faire avec Château Falkenstein et tu finis par une aide de jeu, tout simplement. Bah, effectivement, tu prends n'importe qui de connu, tu vas sur Wikipédia, voir un personnage de fiction, tu relis un bouquin qui était lié à lui et puis tu modifies à la sauce. Il y a des failles et puis du bazar. Et puis on a une aide de jeu. Donc, non, non, moi, je trouve au contraire, c'est un bon moment pour clore une vidéo satisfaisante où on est parti de toi, ton histoire, hop, on a eu le petit moment, ta passion pour les aides de jeu, lapin marteau, on est arrivé sur Château Falkenstein, puis on finit par une aide de jeu informelle pour Château Falkenstein entre comment toi tu y joues et puis le petit conseil de fin. Donc, moi, je trouvais ça très bien. Donc, ce sera mon mot final, mais je t'en prie, je te laisse le tien. Alors, mon final, c'est vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous raconte toutes mes autres campagnes? Parce que là, j'ai du temps, là. Alors, t'as pas vu la vidéo effectivement de Pierre où il dit que les rôlistes, on est chiant tout le temps à raconter nos vies. Alors, de Pierre Ozanal? Alors, ouais, c'est un truc que j'ai vu passer par Sandy, je crois que tu avais interviewé aussi, Hmm. et qui, promis, je fais court, c'est à la fois un truc sur lequel on est chiant, mais c'est aussi un truc super intéressant et qu'on a moins aujourd'hui. C'est que à l'époque, on se retrouvait beaucoup plus à pouvoir, comme il y avait moins de campagnes et que c'était des campagnes qui étaient considérées comme incontournables, on pouvait s'échanger beaucoup plus facilement nos, on avait même si on n'avait pas joué la campagne ensemble, on avait des souvenirs des mêmes campagnes et ça créait énormément de liens en fait. Euh, Comme, je sais pas, d'autres générations, on pouvait dire, est-ce que tu as fait, je sais pas, est-ce que tu as fait l'Égypte pour dire est-ce que tu es allé en Égypte, pour discuter de trucs qui, franchement, c'est peut-être des gens qui retourneront jamais dans leur vie, ils n'ont pas fait le voyage en même temps, mais ça va créer du lien en fait dans la communauté. Et je pense que ces repères-là sont très utiles. Et effectivement, même si le fait de raconter les campagnes, c'est chiant, il n'y a aucun problème. Encore désolé pour ça. Le fait de, en fait, de pouvoir parler de ces trucs-là. Je sais pas, quand on parlait de vampires, par exemple, moi quand j'étais ado, je me souviens que tout le monde se parlait d'un personnage, d'un PNJ de Chicago by Night qui s'appelait Shérif. Et je me souviens de types qui expliquaient, ouais, moi Shérif, je lui ai répondu ça. Et tout le monde qui l'écoutait comme si c'était quelqu'un, en fait, une vraie personne, quoi. Et,
Et même ceux qui jouaient dans des groupes différents avaient des meneurs différents, donc ils jouaient pas vraiment la même campagne. Et ces trucs-là, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque un peu. Et je ne sais pas comment le mettre, j'ai pas forcément d'idée et tout ça. Mais quand je te parlais tout à l'heure, la différence avec les pratiques, que c'est pas juste des règles ou un univers, ça, ça en fait, pour moi, ça en fait partie. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de retrouver. Peut-être que par rapport à une certaine partie du public rôliste, les actual plays font ça. Mm. Moi, je ne sais pas, hein, je sais pas. Bah, pour des simples questions, peut-être tout simplement de génération, moi je ne sais pas. Mais cet aspect, oui, raconter les parties, c'est chiant, mais avoir des points communs qu'on puisse utiliser pour discuter entre nous, c'est génial. Donc, comment les retrouver? Voilà, je crois que j'ai largement éclaté mon quota de mots de la fin, mais c'était un truc, j'y ai pensé 12 fois tout à l'heure quand on parlait, et j'ai systématiquement oublié d'en parler, donc c'est fait. Je peux mourir tranquille. Ouais, ouais, forcément, j'ai encore envie d'ouvrir ma gueule, mais voilà, tant pis, je l'ai déjà donné. Donc, bah, merci à toi. Et puis, ouais, salut les gens, je me tais. Pareil. Ah.